Madame, monsieur, bonsoir. Crac sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi le 6 mai 2025. Nous avons un seul thème ce soir, 4 panélistes pressentis pour débattre de la question. Le thème, corruption électorale, un péril pour la démocratie, un piège pour l'avenir. On va évidemment essayer d'explorer cette thématique. Avec, je dis d'abord bonsoir à Yves Abama du RDPC. Bonsoir Yves. Bonsoir Vita, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis heureux de porter la voix du RDPC sur votre plateau une fois de plus. Merci à vous d'être là. Désiré Melingui, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Député, bonsoir à mes copanélistes. Surtout bonsoir aux camarades du PCN qui sont en train de nous regarder à ce moment. Merci également à Maître Simon Serge Kakak. Bonsoir Maître. Bonsoir député Tongo, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de STV et bien entendu je vous dis merci de m'avoir convié à ce débat assez constructif après 5 ans d'absence, ça je le dis. Il faut quand même dire que une ou deux fois vous avez fait faux bon. Non, mais ça, c'est une histoire ancienne, ça. Bah oui, je veux dire que ça justifie les 5 ans. Ça pourrait. Dans tous les cas, j'ai fait l'objet d'une suspension. Non, pas du tout, pas du tout. Nous ici, on ne censure pas les panélistes. Heureusement que la reine Gangé a la sagesse de temps en temps de prendre le relais parce que c'est cet hebdo, évidemment, que vous apportez également votre expertise. Merci de cette amitié renouvelée. Malgré 5 ans, vous avez accepté d'être là ce soir. Merci infiniment de votre présence. On attend encore Abel et Eline Bilobé, qui est également annoncé parmi les panélistes. Il sera là, on l'espère, d'un moment à l'autre, pour qu'avec lui, évidemment, qu'on mène la réflexion autour du thème de ce soir. On va peut-être commencer par une question qui semble... on va commencer par l'achat de conscience, qui c'est peut-être la monétisation des votes, si c'est le cas. Est-ce que, selon vous, comment les candidats utilisent-ils l'argent pour influencer le vote, si tel est le cas? On va y aller tout de go. Vous en avez entendu parler déjà, Yves Obama, si oui, comment est-ce que cela se fait-il? Bon, j'en entends parler parce que ce sont des acteurs politiques qui en parlent, mais à titre personnel, je n'ai jamais vécu ça. D'accord. Je n'ai jamais vécu ça, j'en entends parler. Et je sais aussi qu'on est dans un environnement politique concurrentiel. Nous sommes dans un environnement où chacun veut tirer son épingle du jeu. Et en période de crue politique, comme ça va être le cas en 2025 et en 2026 pour les élections locales, les uns et les autres essayent par tous les moyens d'avoir l'assentiment du peuple. Et je veux dire qu'en réalité, les questions de monnayage du vote ou d'achat de conscience lors des élections sont aussi vieilles que le monde. C'est-à-dire que c'est un vice. Et vous savez, par définition, l'homme est essentiellement vicieux. Il suffit qu'on lui fasse miroiter un intérêt pour lui demander de poser tel acte. Si l'intérêt qu'on lui fait miroiter est dans le sens de ce qu'il attend, et effectivement, il pose l'acte en question. J'ai souvent entendu dire que, surtout de la part de nos amis de l'opposition, le parti au pouvoir utilise l'argent pour acheter des voix. J'ai souvent entendu dire ça. Mais j'ai souvent également entendu dire que les opposants aussi font pareil, surtout lors des élections locales. C'est-à-dire qu'ils vont vers les populations, leur promettent un certain nombre de choses, parfois sortent, et comme vous savez que l'élection locale, les circonscriptions sont multiples, et chacun y allant de ses propres intérêts, sortent de l'argent pour faire un certain nombre de choses. Ça, c'est des choses que j'entends. Vous savez, c'est difficile, par exemple, d'engager une action judiciaire sur ce genre de choses-là, parce que malheureusement, elles ne sont pas documentées. On dit, mais est-ce qu'on peut prouver ? Vous voyez, donc on allègue, et à partir du moment où il n'y a pas de documentation, on n'est pas en capacité de prouver un certain nombre de dits, ça devient très difficile d'abord de les prendre au sérieux, en plus de penser à engager une action judiciaire. Tout compte fait, je voudrais rappeler que ce soit le code électoral, et je vais parler sous le contrôle de maître, que ce soit le code pénal, ces deux lois, je pense, criminalisent l'achat du vote. Absolument. Voilà, donc il faut que les uns et les autres sachent que lorsqu'on s'engage dans un processus de fraude électorale, on est un candidat à la prison.
Il suffit, et aujourd'hui, avec nos smartphones et autres, c'est facile de prendre des images. Il suffit qu'on prenne un certain nombre d'images, qu'on arrive à documenter un certain nombre de faits. On peut mettre beaucoup de nos populations en difficulté. C'est vrai, on a l'habitude de dire que nul n'est censé ignorer la loi. Mais une bonne frange de la société camerounaise, malheureusement, ne sait pas ce qui se passe, ne connaît pas le cadre juridique d'une élection. C'est pour ça que les uns et les autres se laissent encore aller. Et vous, les médias, je proposerais que, sans vous apprendre, sans vous donner des leçons, que vous fassiez un peu des tournages en caméra cachée, un certain nombre de films comme on voit faire dans les médias étrangers. C'est vrai que certains vont m'opposer la question des moyens, parce que pour faire un certain nombre de choses aussi, il faut avoir des moyens. Mais ce serait bien d'y penser pour que on arrive à une société vertueuse. Vous savez que le vote est un acte de citoyenneté. Quand on commence à commercialiser les actes de citoyenneté, on commence à corrompre la société dans ses fondamentaux. Vous voyez, parce qu'on va vous dire, si vous prenez la définition du citoyen, quel que soit le document de référence, vous allez vous rendre compte qu'elle est presque toujours liée au droit de vote. Vous voyez, or, si ce droit de vote commence à se marchander, on entend parler, on continue, c'est vrai, au prétexte qu'on n'a pas de preuves, on laisse faire. On arrive à une société totalement corrompue. On arrive à une société où on a le sentiment que même le moindre bonjour doit être conditionné par peut-être une somme d'argent. Donc il faut qu'on revienne à une société vertueuse. Et j'estime que les partis politiques, surtout ceux qui se positionnent en donneur de leçons, nous, RDPC, nous ne donnons de leçons à personne. Nous enseignons les textes à nos militants. Nous attirons leur attention sur un certain nombre de choses. Ne donnons pas de leçons. Nous essayons de tout faire pour ne pas tomber dans un certain nombre de travers. Il faut que ceux qui nous font face et qui estiment qu'ils sont meilleurs, qui estiment qu'ils ont le monopole de la morale, essayent de faire pareil, essayent d'éduquer leurs militants pour qu'à la longue, on n'arrive pas à ces opérations de commercialisation. Je veux dire que ça ne va pas simplement au niveau du monnayage du vote, parce que tout commence même lors des inscriptions sur les listes électorales. J'ai vu des choses assez terribles circuler sur les réseaux sociaux au moment où on voulait inciter les uns et les autres à venir s'inscrire. Quelqu'un fait une publication et vous dit, vous vous inscrivez, je vous donne un plat de nourriture, je vous donne un t-shirt, je vous donne une bière. Vous voyez, vous allez dans un bar. Vous savez que chez vous, il y a l'image du pain sardine, non? Je vais revenir là-dessus. L'image du pain sardine chez nous, en fait, ceux qui en parlent, j'estime qu'ils ne rendent pas service à la société camerounaise. Quand je lis, je vois des choses qui circulent, je me demande, comme Césaire, le nègre sera-t-il un jour un homme à part entière ou restera-t-il toujours entièrement pas? Vous savez pourquoi je me pose cette question? Non, pourquoi? Je vais vous envoyer un document tout à l'heure qui est fait du côté de nos amis les Français. On vous dit les différentes étapes pour préparer un meeting. Monsieur Dipita, figurez-vous, dans la préparation d'un meeting, en France et partout ailleurs, on prévoit, quand vous dites, on mobilise un certain nombre d'éléments. La nourriture et la boisson. Dans la logistique. Oui, dans la logistique, on mobilise la nourriture et la boisson parce qu'on vous dit que les militants doivent passer un bon moment. Vous faites venir des gens, soyez en capacité de leur donner un rafraîchissant, soyez en capacité de leur donner même des cacahuètes. Vous voyez, et c'est ça que nous faisons. Chez nous, au RDPC, les militants viennent, ils font le meeting et au moment de rentrer, on peut leur donner des commodités pour le transport. On y revient. On peut leur donner une bouteille d'eau, on peut leur donner un certain nombre de cacahuètes. Voir circuler cette image et voir comment les opposants nous raillent là-dessus, je me dis que c'est un déficit de culture politique. Merci Yves, Maître Kaka. Pour arriver à une société vertueuse. En avez-vous entendu parler? Si oui, comment pensez-vous que cela se manifeste-t-il, l'achat des votes auprès des électeurs? Député, avant de répondre spécifiquement à votre question, permettez-moi de vous faire observer que dans toutes les écoles de sciences politiques, il y a une théorie qu'on enseigne. C'est la théorie des 4 T. La théorie des 4 T. Le premier T, c'est le terrain. Le terrain politique. L'environnement dans lequel la politique s'exerce. Il y a un deuxième T, la thématique qu'on doit développer sur le terrain. Il y a un troisième T, c'est le temps qu'on doit adopter lorsqu'on développe cette thématique sur le terrain. Et le quatrième T, c'est le temps d'action. Je vais me limiter au premier T, le terrain. Lorsque vous prenez le terrain politique au Cameroun, c'est un secret de polichinelle. Parce que la première caractéristique de notre terrain, c'est la corruption. La corruption, ayons l'honnêteté de le reconnaître,
fait partie de notre ADN, d'une manière générale. Et vous savez ce qu'on appelle c'est la corruption, c'est un corollaire d'une autre tare qui est un peu plus globalisante, qu'on appelle généralement le gain facile. Il y a les gens qui aiment le gain facile. Lorsque vous aimez le gain facile, on vous corrompt facilement. Ça, c'est sûr. Vous comprenez? Donc pour nous autres, la corruption fait partie de notre existence au Cameroun. C'est pour ça justement qu'il n'y a pas très longtemps, on nous avait classé numéro 1 en matière de corruption. En année successive. Maintenant, lorsque nous transposons ça en politique, nous nous rendons compte que la politique fait partie des facteurs qui gangrènent le jeu politique dans notre pays. Parce que lorsque vous faites l'exégèse des facteurs qui gangrènent notre démocratie, beaucoup d'observateurs peuvent retenir 4. Le numéro 1, c'est la posture de l'ordre gouvernant de tout mettre en œuvre pour empêcher l'opposition de se déployer librement. Tout le monde le sait. Alors, allez-y, je vous laisse. Deuxième caractéristique, j'ai besoin que quelqu'un vienne là pour essayer de nous vérifier 2 ou 3 petites choses techniques. Deuxième facteur, je vous laisse parler. Allez-y. Deuxième facteur, c'est le code électoral. Notre code électoral qui n'a jamais été de nature à favoriser une véritable alternance politique dans notre pays. Le troisième facteur, c'est la considération tribalo-régionale qu'on a toujours cristallisée à la veille des grandes échéances électorales pour diviser les communautés camerounaises. Et le quatrième facteur, c'est la corruption politique. La corruption. Et la corruption ici est très grave parce qu'elle se manifeste à plusieurs niveaux. La corruption commence d'abord au niveau des acteurs politiques. Il y a des acteurs politiques qu'on achète à des fins essentiellement mercantilistes. C'est-à-dire que c'est des acteurs politiques, parfois même il y a qui ont des partis politiques. Mais en fait, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont l'argent, parce qu'il se passe que dans notre pays, l'argent et le pouvoir se confondent. C'est ceux qui ont le pouvoir qui ont l'argent. Pas forcément. Oh là là, écoutez. C'est ceux qui ont le pouvoir qui ont l'argent. Mais vous n'avez pas le pouvoir. Dans notre pays. Moi, je n'ai pas l'argent. Oh, ça écoutez, je n'ai pas l'argent. Dans ce pays, c'est ceux qui ont le pouvoir qui ont l'argent. Pas forcément. Et ceux qui ont le pouvoir ont cette facilité à apprivoiser certains acteurs politiques qu'on achète. On achète les consciences de certains acteurs politiques qui se laissent instrumentaliser. C'est des choses que vous pouvez vérifier. Vous êtes un grand journaliste d'investigation, c'est des faits. On ne cite pas les noms meilleurs. Donc la corruption politique commence d'abord à ce niveau. La corruption politique continue au niveau des militants des partis politiques. Parce que vous savez, l'une des spécificités de notre système politique, c'est que lorsque vous regardez nos partis politiques, beaucoup de nos partis politiques sont dominés par des militants opportunistes. Beaucoup ne viennent pas là pour des convictions. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs types de militantisme. Il y a le militantisme de conviction. Ceux qui sont, c'est-à-dire que ceux dont le militantisme motivé est guidé par des considérations idéologiques. Et il y en a qui viennent là pour des raisons de positionnement. Et le positionnement ici, lorsque un militant est dans cette posture, c'est quelqu'un qu'on peut facilement corrompre. Maintenant, il y a un troisième niveau de corruption politique. C'est au niveau des électeurs. Moi, j'ai été plusieurs fois candidat aux élections. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi M. Yves Abama. J'ai eu le sentiment, en l'écoutant, que lui n'a jamais été peut-être candidat sur le terrain. Parce que lui parle de la théorie des plateaux de télévision. Ça, c'est la vérité. Mais lorsque vous interrogez les candidats, ceux qui ont déjà vécu ces faits. Été électeur. Hein? J'ai au moins été électeur. Oui, donc, ce commerce-là, je peux être. Bon, peut-être non. Vous savez, le terrain de prédilection de la corruption politique au Cameroun, c'est les campagnes. Campagne électorale. Ah non, les campagnes en termes de zones. Okay. Les zones rurales. Vous comprenez? Moi, j'ai vécu, c'est-à-dire dans mon propre village, j'étais candidat, où on dit aux gens qui étaient en réalité, qui étaient a priori mes électeurs, mais le jour du vote, on leur dit écoutez, tout, c'est-à-dire faites tout pour nous ramener le bulletin rouge. Le bulletin rouge, c'est quoi? C'est le bulletin de l'UPC. Ça veut dire quoi? On vous dit, on vous donne 5 000 francs. On vous fait une avance de 2500. Vous ramenez, je vous parle maintenant en candidat des choses que j'ai vécues. On dit, ramenez-nous. Je rappelle que vous étiez, en fait, vous êtes de l'UPC. Oui, nous sommes de l'UPC. Nous sommes de l'UPC. Vous comprenez? On dit aux gens, ramenez-nous le bulletin rouge
Dès que vous ramenez le bulletin rouge, ça veut dire que ces gens ont la certitude que vous avez voté le RDPC. Ramenez-nous le bulletin rouge, on vous paye le reliquat. C'est des choses qu'on vit sur le terrain. Et c'est très grave. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué les textes dans les dispositions du code pénal qui repriment rigoureusement, j'allais dire, la corruption électorale. Malheureusement, vous l'avez dit, sur ce plan, je suis d'accord avec vous, nous sommes dans un pays où les tests sont parfois très bons. Malheureusement, tout le monde se comporte comme ignorant, parce que, contrairement à ce qui est pendu dans l'opinion, nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qu'on dit. Malheureusement, nous sommes dans une société où beaucoup de gens ignorent la loi. Mais il y a des dispositions qui sanctionnent la corruption électorale. Mais je suis en train de vous dire, monsieur le député, pour répondre à votre question, que la corruption politique se joue à plusieurs niveaux. J'ai d'abord parlé au niveau des acteurs politiques. Vous savez, lorsque vous interrogez, il y a un grand frère qui m'a amusé il n'y a pas très longtemps, qui est un acteur politique. Quand je l'ai appelé homme politique, il me dit non, je ne suis pas un homme politique, je suis un entrepreneur politique. Il y a des entrepreneurs politiques. Quand quelqu'un se définit comme un entrepreneur politique, il crée des richesses politiques. Comment il fait vous d'avoir ces richesses? Je connais son parti, mais je ne vais pas dire. Vous comprenez? Quelqu'un se définit comme un entrepreneur. Demande-lui, c'est comme les hommes d'église. Il fait partie de... Je ne veux pas dire, je ne veux pas avoir... Moi, je n'ai cité personne. Mais je dis qu'il m'a dit, car je ne suis pas... Honorable Ngoïsi se présente comme quoi? Entrepreneur politique, et elle ajoute cabraliste. Allez donc savoir ce que c'est. Entrepreneur politique, c'est très grave. Ça veut dire que c'est le business. C'est politique business. Comme il y a aussi les gens qui font le chat business. Mais ça ne sous-entend pas systématiquement corruption. Non, ça veut dire que là... bon. Oui, mais la politique... Entreprendre ne veut tout simplement pas dire... L'entrepreneur, là, pour gagner de l'argent, c'est tout. Ça veut dire qu'il est venu en politique pour gagner de l'argent. Pour entreprendre. Il faut donc entreprendre pourquoi? On entreprend pourquoi? Qu'il trouve des stratagèmes. Pour gagner, s'il vous plaît, pour gagner quoi? S'il vous plaît, politiquement. Non, ça va. S'il vous plaît, vous m'interrompez là maintenant. Non, allez, vous terminez. Quand quelqu'un se définit comme un entrepreneur politique, ça veut dire que c'est un businessman dans la politique. Et lorsque vous êtes dans le business en politique, mais ça vous allez vous laisser corrompre. Ça peut aussi être une image pour dire que, comme un entrepreneur, tu veux gagner de l'argent. L'effort politique. Le rôle d'un acteur politique, il faut qu'on se comprenne très bien. D'accord. Le rôle d'un acteur politique, c'est quelqu'un qui milite dans un parti politique. Bien sûr. Et le parti politique a pour objectif la conquête du pouvoir, la conservation du pouvoir. Exact. Vous comprenez? C'est ça, l'homme politique. Quand vous êtes acteur politique, c'est ça. C'est-à-dire, en réalité, si vous êtes un acteur politique sérieux, votre vocation est à contribuer à l'amélioration des conditions de vie, j'allais dire, de votre société. D'accord, merci, maître. Mais lorsque vous vous définissez comme un entrepreneur politique, ça veut dire que vous êtes là pour vous faire de l'argent. Et lorsque vous êtes dans cette posture, vous pouvez vous laisser facilement corrompre. Donc, pour moi, la corruption politique est très, très ambiante et très, très, très endémique dans notre société. Avez-vous déjà été témoin de telles initiatives? Si oui, comment les candidats utilisent de l'argent pour influencer le vote? Bon, monsieur le député, je voudrais déjà vous dire que, tel que mes deux copanélistes ont implanté le débat, il y a Yves Abama qui est plutôt allé à la défensive, pendant que Maître Kakak, lui, a... Et à l'offensive. Ouais. Vous allez prendre la ligne médiane. Voilà. Donc maintenant, il faudrait quand même qu'on dispose du débat tel qu'il devrait être disposé. Ce que je voulais dire à l'entame, c'est que la corruption politique au Cameroun, ce n'est pas... C'est-à-dire que ça coule les rues. Quand je dis ça coule les rues, Yves Abama qui est à côté de moi sait ce qui se passe. Et cela ne commence même pas. Cela ne commence même pas lors des élections. Cela commence lors des obtentions des cartes d'électeurs. Lorsqu'on dit, on va dans les campagnes, comme l'a dit Maître Kakak, on dit aux villageois, voilà une élite qui va vous faire à tous des cartes nationales d'identité. Ça commence par là. Et on sait qu'à l'époque, la carte nationale d'identité coûtait 5 000. N'est-ce pas? Et les gens avaient de la peine, normalement, à se faire des cartes nationales d'identité. Aujourd'hui, la carte coûte combien? On nous parle d'environ 15 000. Combien seront capables de faire cette carte? Maintenant, ce qui va se passer, c'est comme à l'accoutumée, ils descendent au village, c'est-à-dire qu'ils trouvent des gars qui n'ont pas, parce qu'on sait que dans les campagnes, les gens n'ont pas 5 000 facilement, ou 10 000, voire 15 000 aujourd'hui. Maintenant, il y a donc une élite du village qui décide donc faire déjà les cartes nationales d'identité à ceux qui n'en ont pas.
Et l'objectif, c'est quoi? C'est que lorsque je vous fais des cartes, en retour, qu'est-ce que vous allez me donner? Vous allez me donner votre vos vote. votes. Voilà là où commence la corruption. Parce que c'est-à-dire qu'à ce moment, lorsqu'il vous a fait des cartes nationales, c'est-à-dire que tout de suite, vous lui êtes redevable pour le fait que vous avez des cartes. Et qu'est-ce que vous avez en contrepartie à lui donner? C'est le vote. Donc on est déjà en plein dans la corruption. Maintenant, vous avez posé la question de savoir si j'ai été au courant ou alors j'ai fait face à cela. Je n'ai pas fait face à cela d'une manière directe. Mais à l'époque, lorsque nous allions en congé au village, il y avait une élite de chez nous que je ne pourrais pas citer ici, dont on appelait l'arbre de l'argent. C'est-à-dire que c'était le langage du village. Chez lui, les gens partaient de notre village pour aller voter. Là-bas, je ne sais pas si ils avaient été son arbre le produisait qu'en période électorale. Et ça, c'était, je dis que je n'ai pas. Ceux qui nous suivent là, qui sont de chez nous, comprendront de qui il s'agit. C'est-à-dire que là-bas, lorsque tu allais voter et que tu rentrais avec les autres bulletins, comme j'ai tu dit avais tout à l'heure, 5 000 francs. Voilà. Et il y avait des voitures à disposition pour transporter ceux qui partaient des autres villages pour aller voter dans ce village-là. Donc, ce n'est pas un secret. Il va qui demande aujourd'hui que les journalistes se mobilisent pour mener des enquêtes, mais ça, c'est perdre du temps. C'est comme demander aujourd'hui à la CONAC de descendre pendant que nous pouvons faire ce travail. Si vous me demandez d'aller quelque part aujourd'hui pour essayer d'attraper quelqu'un, un agent indélicat, est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. On n'a même pas besoin que la CONAC descende. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre quelque part, on sait que si vous demandez un service public, automatiquement, ce qui va arriver, je dis sur 100 cas, sur 80 sur 100 cas, vont vous demander de l'argent. Donc c'est comme ça, ça va. Donc la corruption politique au Cameroun est à volo. C'est-à-dire que tout le monde la voit, tout le monde la sent, elle est perceptible. C'est-à-dire qu'on la touche. Et il va pas c'est que le RDPC aujourd'hui est le parti politique à même d'acheter les consciences. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'argent. Ça, il faut aussi pouvoir l'illustrer, le démontrer. Si on n'est pas en capacité, vous ne pouvez pas l'évoquer comme ça. Oui, je voulais m'ajouter qu'il a pris un très bon exemple de cet idylle-là qui faisait les cartes d'identité nationale à ses frères du village. Est-ce que vous savez que lorsque vous voyez ce qui se passe dans les mairies, nos mairies aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des maires qui n'ont même pas le profil pour gérer une mairie. Mais tu sais comment ils se retrouvent à la tête des mairies? C'est parce que généralement, lorsqu'on fait les listes pour les élections municipales, il y a des gens qui payent les cautions de tous les candidats. Et en contrepartie, parce qu'en réalité, c'est une espèce de contrat synallagmatique, comme on appelle chez nous en droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous signez un contrat où chacun a des droits et des obligations. C'est-à-dire que je vous paye la caution, mais en contrepartie, le jour de la session de plein droit, c'est moi qui... Peut-être notre liste passe. Et que il y a plusieurs candidats pour prendre la mairie, vous allez me voter. C'est comme ça que certains individus se retrouvent à la tête des mairies et tout le monde se rend compte après coup que ces gens n'avaient pas de profil pour gérer des mairies. Voilà un cas patent de corruption politique qui gangrène totalement non seulement le jeu démocratique, mais aussi et surtout le développement de nos localités. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez un maire qui est incompétent, c'est toute la population de la contrée qui en pâtit. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé, M. Tipika. Ok, je vous laisse poursuivre. Donc, j'étais en train de dire que, vous savez, lorsqu'on parle de corruption, il y a le corrompu et surtout le corrupteur. C'est-à-dire qu'il y a celui qui détient et celui qui en veut. Bon, maintenant, et dans le cas, c'est-à-dire que dans notre contexte, c'est-à-dire que le contexte politique camerounais, on sait qu'il y a de l'argent. Celui qui a le pouvoir, c'est lui qui a de l'argent. C'est-à-dire que, puisque dans l'opinion, on en même temps, je n'ai pas souvenance qu'on a déjà condamné au Cameroun quelqu'un pour corruption électorale. Je veux dire, donc, il est difficile de l'illustrer, de le démontrer quand on en parle comme ça, même si, je veux dire, vous êtes peut-être... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit... Il faut aller prudemment que beaucoup de gens ne sont même pas au courant que cette disposition de code pénal existe. Voilà. Donc, en réalité, c'est des procédures, je peux vous le confirmer, rares, qu'on n'a même pas encore engagées. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Parce que généralement, beaucoup de gens ne savent même pas que la corruption électorale, c'est une infraction pénale. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, ce que j'étais en train de dire, monsieur Tipika, moi, je vous comprends. Hein. La réalité, c'est que, comme dit Maître Kaka, c'est-à-dire que ça n'intéresse personne. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on est habitué à la corruption.
Vous savez, lorsque quelqu'un vient vous dire est-ce qu'on fait la politique sans manger, sans boire, ça veut dire quoi? Moi là-bas, on me donne le pain, on me donne la bière, je ne peux pas venir sécher au soleil. En même temps, et on en parlait un peu avec Yves Abma tout à l'heure, est-ce que ce symbole, je veux dire, vous invitez les gens à un meeting politique et puis avant que vous ne vous sépariez, un verre, un morceau de viande, est-ce que ça peut être interprété comme étant la corruption? Je veux dire que dans, comment on dit ça, l'ambiance accueillante africaine, on ne reçoit pas quelqu'un chez lui sans lui donner un verre. Est-ce que le fait que vous invitiez ou alors quelqu'un au détour d'une élection, le soir vous retrouvez et puis vous donnez un morceau, est-ce que ça peut s'interpréter comme la corruption dans le fond? Non, mais en réalité, ce n'est pas de la corruption. En réalité. Mais maintenant, est-ce que tous les partis politiques sont capables de le faire? Ça aussi, c'est ça la véritable question. Parce que si on peut mobiliser 5 000, 10 000 personnes, est-ce que nous, dans le PCRN, on est capable de donner le pain, sardine à 5 000 personnes? J'ai eu envie de demander s'il y a des partis qui ne le font pas. Mais il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui ne le font pas. Quand je suis en train de parler, moi je parle de mon parti. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de donner le pain, sardine ou des rafraîchissements à 5 ou 10 000 personnes. Vous pouvez donner à 5, 10, 15 personnes. On peut donner à 5, 10, on peut avoir des petits rassemblements où on est capable. Non, ouais, c'est-à-dire que ça rentre dans les... la logistique électorale. Voilà. Les commodités d'usage. Ça veut dire quelqu'un, vous êtes 10, vous êtes 20, vous êtes 30, vous êtes 40, vous êtes même 100. Et ça, c'est pas la corruption. Vous comprenez? Là, c'est pas la corruption. C'est-à-dire que ça, c'est l'entretien. Vous entretenez des gens que vous respectez, des gens qui viennent pour vous, donc vous devez les mettre dans les conditions les plus idoines. Moi, ça, c'est correct. Mais maintenant, au-delà même du fait qu'on leur donne de quoi se rafraîchir, des casse-croûtes, on ajoute encore de l'argent qu'on appelle parfois l'argent de transport. Moi, je dois dire à M. Yves Abma, avant d'être PCRN, je sors quand même du RDPC. Ça veut dire que je maîtrise... vous êtes un transfert. Moi, je maîtrise le fonctionnement au moins 80% du RDPC. là-bas. Vous comprenez? Donc, lorsque je le dis, peut-être que je n'ai pas, à l'époque où j'étais... Donc, vous faites autant de déçus. Donc, à l'époque où j'étais, je n'ai pas peut-être pris la peine normale de... Je n'ai pas pris la peine normale de garder, de conserver certaines archives. Sinon, je les aurais posées ici sur la table pour dire à M. Yves Abma que s'il n'y a pas de poursuite jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on ne voyait pas ou alors il n'y en a pas de preuves. C'est justement parce que, comme l'a dit Maître Kaka, les Camerounais, pour nous, on est habitués à la corruption. Elle nous fait plus de mal, surtout lorsqu'elle est électorale. Ils sont peut-être pas nombreux, mais ils sont suffisants pour faire une troisième élection présidentielle. La prochaine question, Yves, c'est de savoir, de l'autre côté, qu'est-ce qui peut expliquer, justifier que les électeurs acceptent de se faire monnayer? Est-ce de l'indigence? Sont-ils tous indigents? Ou alors, comment cela peut-il s'expliquer? Je pense que ce débat, on le mène, nos bases ne sont pas bonnes. D'accord. Parce qu'il faut déjà que nous sachions de qui nous parlons. Nous parlons de l'homme. Nous autres, on a fait un peu de philosophie et on nous a expliqué en philosophie que l'homme, c'est l'intérêt. Ça, c'est la définition. C'est-à-dire que c'est comme ça. Un homme qui n'a pas d'intérêt ne pose pas un certain nombre d'actes. Ça, c'est le principe. Maintenant, j'ai entendu Maître Kaka nous dire tout à l'heure le militantisme de conviction. J'ai failli le couper pour lui demander mais comment on mesure ce militantisme de conviction? Pourquoi est-ce qu'on vient en politique? Vous demandez à tous ceux qui militent pourquoi ils militent, ils vont vous donner des raisons. Et ne leur posez pas la question devant des caméras. Posez-leur objectivement la question, vous militez pourquoi, ils vont vous répondre. D'accord? Donc il faut déjà qu'on sorte de ce mirage qui veut que d'un côté il y ait des gens qui viennent militer parce qu'ils chercheraient des postes, parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils veulent ci ou ça, et de l'autre côté on a des gens qui viennent militer parce qu'ils aiment trop les Camerounais, ils sont là pour le service de Jésus-Christ. Non, il faut qu'on arrête avec ça. C'est une mauvaise publicité, c'est un mensonge qui nous fait passer tous les politiciens là, qui nous fait passer auprès de la population pour des comédiens. Il faut déjà qu'on le dise. Maintenant, une autre chose. J'ai failli rappeler même un propos d'un illustre responsable de ce pays qui avait dit un jour et une vérité terrible, politique Nanjangi. Personne n'a douté. J'entends quelqu'un dire autour de cette table que nous, au RDPC, on passe le temps à donner, on a les moyens de donner et désirer. Vous, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que la vie politique de tous les opposants
se retrouvent dans les réseaux sociaux. Entre 2020 et 2025, j'ai même failli dire 2018, je ne peux pas vous citer le nombre de fois que j'ai vu des responsables du PCN faire des descentes quelque part pour donner ci ou ça, offrir des bancs, donner du savon, donner ceci ou cela, parce que je veux contrebalancer son exemple de la CAD et son propos selon lequel, oh non, on n'a pas. C'est pas des actes de corruption. Non, attention. Parce que s'il considère le fait de faire la carte, d'offrir des cartes à ceux qui ne peuvent pas se les offrir comme des actes de corruption, je pourrais lui dire que donner du savon à ceux qui ne peuvent pas s'en donner et qui ne vous ont rien demandé devant les caméras du monde entier ressemble aussi à des actes de corruption. C'est que vous venez conditionner les populations et à un moment électoral, vous viendrez vous tenir devant, même si vous ne leur dites rien, votre seule présence, c'est comme si vous étiez en train de leur dire, souvenez-vous du savon que nous avons donné, souvenez-vous des banques, souvenez-vous de ci ou de ça. Donc s'il faut qu'on décide que pour le bien, pour la moralisation de la vie publique, on arrête de faire cette petite aide, qu'on arrête de faire un certain nombre de choses, qu'on le décide de manière générale. Mais on ne peut pas s'asseoir dans son petit coin, on pose ses actes. Et quand on a un micro, on se met à dire non, ce sont les gens d'en face, nous on n'a pas de l'argent pour le faire. Je pense que c'est assez condamnable. Et j'embraye sur l'exemple, pas l'exemple, un élément qu'il a mis en lumière tout à l'heure. Vous voyez des gens qui viennent en politique, bon, sauf s'ils ne connaissent pas la portée sémantique d'un certain nombre de concepts. Quelqu'un vient en politique et il se fait appeler entrepreneur politique. Vous voyez, nous savons tous ce que signifie le mot entrepreneur. D'accord? C'est un créateur de richesses. Je crée. En politique, quelles sont les richesses que je crée? Il a bien rappelé les objectifs d'un parti politique. Je suis au pouvoir, je cherche à me maintenir. Je ne suis pas au pouvoir, je cherche à conquérir le pouvoir. Mais un entrepreneur politique, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il se situe où là? Entre la conservation et la conquête du pouvoir. On le situe où? On le situe dans l'affairisme. On le situe dans les couloirs. C'est des gens qu'on verra dans des cabinets de ministres, on verra à gauche, à droite, parce que puisqu'un entrepreneur doit chercher, il faut qu'il crée. Il faut qu'il crée de la valeur ajoutée. Et peut-être que c'est cette valeur ajoutée qui lui permettra d'aller donner des bas à gauche. Alors, un entrepreneur politique, c'est souvent un acteur qui innove, bouscule les règles établies, propose une offre politique nouvelle ou réinvente les modes de mobilisation. Bon. Il peut s'agir d'un leader de parti, d'un candidat indépendant, d'un militant charismatique ou d'un communicant qui transforme les pratiques politiques. Ça, c'est l'une des définitions. Député, là, je vais avouer qu'on m'apprend quelque chose. Mais même dans cet apprentissage, je vais vous dire, quand on me dit, je reste focalisé sur mes amis du PCN, les entrepreneurs politiques de leur côté. De vous à moi. Est-ce qu'ils peuvent me dire sur quel terrain ils ont bousculé, sur quel terrain ils ont innové, qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'avait pas été fait avant? Mais est-ce que le fait qu'ils aient des élus ne répond pas à cette question? Non, le fait qu'ils ont innové pour être élus. Non, avant eux, il y a les opposants qui étaient déjà élus. Oui, mais que les opposants aient perdu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait mieux en termes de campagne. Il y a quelqu'un qui est simplement venu reprendre des parts du marché à quelqu'un d'autre. Le cas de l'UPC, par exemple. Et je comprends que M. Kaka est vendu avec les gens d'en face parce qu'ils sont venus reprendre un certain nombre de parts du marché. Voilà, dans l'Union européenne. Je pense. Ils étaient écoutés, s'il te plaît. On est trois. Tout le monde a le droit d'entendre la parole. Donc, il y a certains qui sont venus reprendre des parts du marché à d'autres. Et c'est normal que dans cette affaire-là, il y ait des grincheux. Vous voyez? Donc, je veux dire qu'en réalité, on est dans un environnement où tout le monde pose un certain nombre d'actes. Tout le monde pratique la corruption. Les uns et les autres sont incapables de la documenter. Et je le redis encore, Désiré. Vous allez me dire, parce que cette affaire on donne de l'argent pour des cartes, on fait ci ou ça, après on attend des votes. Ça ne circule que dans les on-dit. Quand je propose que les journalistes viennent, c'est pour nous aider à documenter. À partir du moment où une infraction n'est pas documentée, je parle sous le contrôle de maître, elle devient difficile à démontrer. Parce que je vais vous dire que même quand lui, l'avocat, il parle, je peux lui dire que c'est sa parole contre celle de ses adversaires. Qu'est-ce qu'il va m'opposer? Il va me dire que non, j'étais là, j'ai vu, je lui dis oui. Mais je connais aussi ceux qui ont vu autre chose, qui étaient là-bas, qui disent le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Je fais comment pour décider que maître dit la vérité? Ou bien comme c'est mon bon grand et qu'on est, on fait les mêmes plateaux, ça veut dire que non, c'est quand même lui qui dit la vérité. Non. Il faut qu'on ait un certain nombre d'instruments et d'éléments, sur la base desquels on va dire que tel a posé tel acte, tel a posé tel autre acte. Tant qu'on n'a pas ces éléments-là, difficile d'en parler. Voilà, on ne peut pas. Et je ne comprends pas pourquoi Désiré dit faire des enquêtes, c'est perdre du temps. Perdre quel temps, Désiré? Perdre quel temps?
Imaginez qu'un journaliste aille en immersion, parce que j'ai cru entendre ça dans votre propos tout à l'heure, et j'avais proposé un peu ça aux responsables du ministère du Commerce, quand je disais qu'il faut lutter contre les commerçants qui font des prix et qui traficotent les balances là. Je prends mon panier, je suis un responsable, je dis que je viens faire des achats. Une fois que j'ai payé, maintenant je sors ma vraie balance ou je sors ma carte, je vous dis que ok, je venais vérifier quel élément, là j'ai la preuve. Et à partir de ce moment-là, je peux intenter une action en justice. Je peux venir me faire passer pour un électeur. Je me laisse corrompre. Entre-temps, je suis en train de filmer. Et quand tout le processus a été mené, je vous dis, OK, je vous mets, voilà ce que j'étais en train de faire. En fait, je venais vérifier le cas de la corruption électorale. Et vous m'avez démontré que vous la pratiquez. Je vous amène en justice. Mais vous allez voir que, depuis tant, la plupart des acteurs politiques, je parle encore principalement des élections locales, la plupart des acteurs politiques mangent de cette soupe. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir un certain nombre de choses. C'est pour ça que vous allez toujours entendre des discours. J'ai perdu parce qu'il est venu acheter. Chacun va à l'élection avec tout ce qu'il a comme moyen. D'accord? Chacun va à l'élection avec tout ce qu'il a comme moyen. Si moi, j'ai mes éléments qui me permettent de convaincre les citoyens de chez moi de voter pour moi, vous n'allez pas m'empêcher de les convaincre. Vous voyez? Démontrer que j'ai violé la loi et mettez-moi en difficulté. Tant que ce n'est pas fait, vraiment, c'est du commérage. D'accord. Maître Kakak, la question est de savoir, selon vous, pourquoi est-ce que les électeurs cèdent à ce monnayage de voix? Vous avez une idée? Non, avant de répondre à cette question, permettez-moi de voir deux ou trois choses qui ont été soulevées sur ce plateau. La première chose, c'est d'abord le malentendu, parce que là, j'ai eu un sentiment qu'il a soulevé une polémique qui n'existe pas chez nous, les UPCistes. Vous comprenez? On n'a on n'a aucun problème avec le PCRN. Oh, j'ai entendu. Le PCRN n'a jamais... Écoutez, très bien. Non, écoutez. Vous avez posé, c'est un point très sérieux. Non, c'est un point très sérieux. Tout à l'heure, je vous ai religieusement écouté. Je vous dis, l'UPC n'a aucun problème avec le PCRN. Notre problème en 2020, c'était Elecam qui a disqualifié la liste de l'UPC. Vous comprenez? On n'a jamais eu PCRN comme quelle raison en passant? Oh là là, je ne rentre pas dans les querelles qui ne servent à rien. Je vous donne déjà une information. L'UPC n'a jamais eu le PCRN comme adversaire, notamment dans l'Union Wikélé et dans la Sénégal maritime. Jamais. Là où le PCRN a eu des députés, ce n'est pas face à l'UPC. On avait adopté des stratagèmes totalement malveillants à Yaoundé pour disqualifier les listes de l'UPC. Ça, tout le monde le sait. Pour quelle raison? S'il vous plaît. Non, laissez-le terminer. C'est pas dommage. Donc, dans tous les cas, retenez que nous n'avons jamais eu le PCRN comme adversaire. Je passe sur le contrôle de mon ami Melingui. Oui, ben justement. Vous comprenez? Je peux vous citer vos camarades. Hein. Deuxième chose. Tout à l'heure, vous avez dit que lorsqu'on donne le pain, on donne la sardine, on donne la bière. Ouais. Non, je ne vais pas parler de bière. On a donné la bière, mais nous peut-être tu as oublié. Mais c'est un élément. Bah, lui l'ajoute. Moi j'ajoute la bière. Peut-être c'est vous qui donnez la bière. Parce que chez nous, vous avez vu les jus ou les bouteilles d'eau. Non, les DPC donnent toujours la bière. Ah, peut-être. Tu peux documenter ce que tu dis. Je dis ceci. Chez nous là. Ah. Lorsque moi j'ai été candidat, c'est ta parole. Chaque moi, fois qu'on donne des sandwichs. Bon, vous êtes d'accord qu'on donne au moins le sandwich et les jus? Bien sûr, les rafraîchissants. Et une bouteille d'eau. Je vous ai envoyé il fallait peut-être. Non, je l'ai regardé. Les réseaux sociaux sont là. C'est-à-dire que si on moi, j'ai pas trouver vu des ça. images. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais allez, poursuivez. Enlevons la bière. Bon, enlevons même la bière. Vous donnez le pain, vous donnez la sardine. Vous dites que ce n'est pas la corruption. Que c'est les commodités. Non. Dans les vraies démocraties, où les militants sont convaincus par la posture des acteurs politiques qui viennent faire les meetings. C'est ces militants, en réalité, qui viennent avec leur nourriture et de l'argent pour financer même le candidat. Mais je vous dis quelque chose. Écoutez, de même planifier la logistique nécessaire en amont, telle que la location des chaises, la configuration de la scène, la sécurité, les permis, les autorisations, les besoins en nourriture et en boissons, etc. C'est un élément, et c'est un Français qui fait l'article, c'est pas nous les Français. Non, voilà. C'est pas parce que sortons de l'inculture politique qui veut que le fait de donner s'il vous plaît, Yves, quand vous parlez, je vous ai dit. Non, quand vous avez dit qu'on était trois, ça dit que tout le monde a son temps. Quand vous m'interrompez, ça me fait perdre le fil de mes idées. Je suis en train de vous dire ceci. Dans les vraies démocraties, même là au Sénégal, les deux enfants qui ont impulsé la dynamique alternative, la dynamique politique alternative, ne donnaient pas la nourriture dans les meetings politiques. C'est un cas particulier. Non, ce n'est pas un cas particulier. C'est ce que nous faisons au PCRN. Quand vous êtes convaincu au stade de SICAM, même pas une sucette. On qui a une sucette au stade de SICAM. Bien au contraire. Qu'est-ce que tu veux nous faire voir?
Écoutez, en 92, moi j'étais étudiant à l'université Yaoundé. En 88, en 3e année, à l'université Yaoundé. Quand John Furundi, paix à son âme, était venu faire le grand meeting à Yaoundé, on ne donnait pas vous abreuviez de ces paroles. Tout le monde était convaincu que voilà l'homme du changement qui arrivait et qui est en train de nous parler. C'est ça qui nous motivait. Chacun prenait les discours. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Blasphème là. C'est très important. Quand vous êtes un homme politique de grande dimension, vous êtes convaincant, quand vous venez vous adresser, j'allais dire, à vos potentiels électeurs dans un meeting politique, ce n'est pas vous qui leur donnez du pain. C'est plutôt eux qui te soutiennent. Dans la vraie démocratie, quand vous entendez, attendez, aux États-Unis, vous le savez, non? Quand on te dit le meeting de Barack Obama, c'est les militants qui finançaient. C'est pour ça qu'on juge même la popularité d'un homme politique par l'importance de la cagnotte récoltée lors de ces meetings. C'est pas ça? C'est ça. Deux choses différentes. Non, c'est pas différent. C'est pas différent. Ces histoires, vous racontez qu'on donne le pain. Écoutez. Mais est-ce que vous savez que parmi les militants qui viennent à un meeting, il y a des personnes malades, il y a des personnes qui ont des besoins tellement multiples. Et pour garder ces personnes-là pendant une certaine période, il faut au moins leur donner des rafraîchissants. C'est normal. On vous a compris. C'est normal. Mais on ne conditionne pas ça. Mais m'interromps pas. Tu m'interromps encore. Tu m'interromps encore. Tu as parlé là pendant près de 15 minutes. Personne ne vous a interrompu. Ça, c'est la vérité. Donc maintenant, je voulais donc revenir à la question spécifique posée par Dipita par rapport à la posture de ces électeurs potentiels qui se laissent corrompre. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que la politique est à l'image de la société. C'est ce que j'ai appelé le terrain politique. Nous sommes dans un terrain politique où les gens, ça je l'ai dit dans mon propos liminaire, où des gens, j'allais dire, sont omnibulés par ce qu'on appelle le gain facile. Vous comprenez? Ça, c'est notre société. Beaucoup de nos enfants aiment cela. Quand il y a un endroit où on va donner la nourriture gratuitement, on va donner la bière, vous verrez beaucoup de gens, même dans nos réunions de famille. Si vous faites une réunion de famille où il n'y a pas de nourriture, vous n'aurez jamais. Si vous êtes 50, lors des réunions, vous n'aurez jamais plus de 10 personnes. Mais lorsque les gens savent... Même les deuils aujourd'hui. Et la preuve, il y a les grands deuils. Voilà. Justement, il y a des gens aujourd'hui qui rentrent des deuils et vous disent que c'est un grand deuil. Et il y a beaucoup de gens qui vont au deuil, qui ne suivent même pas le déroulé du deuil. Ils viennent seulement, à l'heure de la collation. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que non, nous sommes dans une société déjà qui a été formatée ainsi. C'est pour ça que nous... Mais dans ce cas, ça pourrait donc ne pas être la corruption. Je veux dire que si c'est un mode de vie, si c'est une commodité en des circonstances spéciales, qui c'est peut-être réunion familiale, vous savez pourquoi ça au soir d'une élection, vous savez à quel ça point, peut ne plus être considéré comme une corruption. Vous savez à quel point ça devient vraie corruption? Non, dites-moi. Je vous ai dit tout à l'heure que les plus grands corrupteurs politiques dans notre pays, c'est les acteurs politiques de l'ordre gouvernant. M. Abama n'est pas d'accord, mais il sait que c'est la vérité. Vous comprenez? Les opposants du Cameroun n'ont pas d'argent. Ça, tout le monde le sait. Ceux qui ont l'argent, c'est les acteurs politiques, membres du parti au pouvoir, membres du parti État. Vous comprenez? Là où ça devient grave, c'est que les membres du pouvoir, enfin, du parti État, s'approvisionnent dans, j'allais dire, les caisses de l'État pour venir corrompre, pour venir donner à manger. Et c'est pas aussi un chemin facile, ça. Affirmation gratuite. Et ce n'est pas un chemin facile, maître. Mais il faut donc comment pour avoir tout ce temps? Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas encore condamné quelqu'un pour ça. Je dis ceci. Quand nous sommes en position de responsabilité. Seulement les cotisations. Quand vous voyez de quoi vient. Et puis rien ne prouve que. Et puis rien ne prouve que même si quelqu'un donne du pain, une boisson à un électeur à la fin du vote, il ira voter pour lui. Hein. Il ira voter pour lui. C'est même insulter les Camerounais. Vous savez pourquoi il vote? Je vous ai dit tout à l'heure que en fait, cette corruption est en numéraire et en nature. Il faut pouvoir la démontrer. Lors des meetings, tout n'est pas de le dire comme ça. Lors des meetings, la corruption est généralement en nature. Où on vous donne, il y en a même à l'époque qui donnent le maquereau. Dans nos campagnes, on donne le maquereau. C'est-à-dire la maman va là-bas, on rentre avec 3 poissons, on lui donne quelques 2 kilos de riz. Ça, c'est la corruption parfois, en nature. un kilo de viande au village. Vous comprenez? Moi, c'est des choses. Moi, je suis un acteur politique du terrain. Je ne suis pas un acteur politique de plateau de télévision comme on dit là-bas. Bon, je dis, il n'a jamais été candidat quelque part.
Bon, Il de parle toutes les de- façons, c'est la théorie. j'ai été au moins ce militant votant plusieurs fois. J'ai assisté à des campagnes ici à Douala. Désolé. Ici à Douala. Oui. Mais vous n'avez non, non, je voulais chuter Oui, pour terminer. Je voulais dire ceci. Lorsque vous donnez du pain, vous donnez la sardine, vous donnez le maquereau, vous donnez le riz dans les meetings, c'est la corruption en nature. Maintenant, le jour du vote, lorsque vous dites, vous avez droit à 5 000 francs, mais on vous donne d'abord 2 000 ou 3 000, vous nous ramenez les bulletins des autres partis, on vous donne 2 000 francs pour compléter. C'est la corruption en numéraire. Vous comprenez? Ça existe. Maintenant, posez-vous la question de savoir où est-ce que ces gens prennent cet argent pour venir donner aux gens qui vont les aider. Ça pose un problème. Donc, c'est pour vous dire ceci. Pour nous autres, si nous voulons, c'est pas là que je vais chuter, si nous voulons changer ce pays. Parce que pour moi, le changement est impératif. Et pour qu'on change ce pays, il faut qu'on change de mentalité, qu'on change de logiciel, que les gens cessent de penser que la politique, c'est un terrain où les gens viennent se faire de l'argent. Non. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une situation telle que chaque Camerounais doit avoir conscience que nous devons changer pour améliorer notre bien-être. Parce que nous avons le sentiment que nous avons du plomb dans l'aile. Le Camerounais, voilà M. Abama, il sait de quoi je parle, il est un grand enseignant. Mais je ne suis pas sûr qu'il est très très bien dans sa peau. Moi je pense, je le dis vraiment sur la forme de mon serment d'avocat, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer, même dans le statut de l'enseignant. Moi, je me rappelle quand nous autres nous étions au secondaire, quand nous étions à l'université à l'époque, nos modèles, c'était nos enseignants. C'est vrai, c'est faux. Ouais, c'est vrai. Vous comprenez? Aujourd'hui, très peu d'élèves ont leur enseignant comme modèle, parce qu'ils voient la souffrance dans laquelle vivent leurs enseignants. Vous D'accord. comprenez? Nous autres, nous sommes là pour qu'il y ait changement, et que ce changement... Désolé, la soit question, équitable. c'est la essayer de question. comprendre, et ça, je prends votre avis, j'ai déjà eu celui des deux autres panélistes. Pourquoi est-ce que l'électeur, lui, se laisse monnayer? Oui, c'est facile à comprendre, M. Dipita. Encore que mettre là ainsi bien dit. Vous savez, c'est d'abord l'environnement dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que les Camerounais, pour la plupart, on a paupérisé le peuple camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais vivent dans la précarité. Alors, à la moindre occasion de corruption, elle est saisie. La moindre occasion est saisie. Je voulais dire quelque chose à M. Ifabama. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire lorsqu'on parle à un certain moment, pour lui dire que nous menons une politique de conviction. C'est-à-dire que je suis parti du RDPC pour le PCRN par conviction. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, j'avais tout à gagner avec le RDPC. Parce que le PCRN, en réalité, n'a pas de pouvoir. Lorsqu'on parle d'un parti comme le RDPC, un parti État, avec tout ce que cela peut comporter, et lorsqu'on est même responsable c'est-à-dire qu'on est parmi les responsables de l'exécutif d'une circonscription, je pense quand même qu'on ne peut pas abandonner ça et aller là où on ne va rien trouver, si ce n'est pas de la conviction. Et je dois même lui rappeler qu'il y a un grand frère dont je vais taire le nom quand je lui dis que je suis en train de partir du RDPC pour rejoindre les rangs. À l'époque, ce n'était même pas le PCRN. C'est-à-dire que Kabila n'avait pas de parti, c'était 11 millions de citoyens. Il me dit, mais M. Médingui, apparemment, vous avez des problèmes. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, mais vous allez vous encombrer des choses qui vont vous créer des situations pour rien. Pour partir du RDPC pour aller, ça vous sert à quoi? C'est-à-dire que vous êtes un jeune qui se bat dans les affaires et puis vous voulez vous créer à vous-même des problèmes. C'est pour dire à Yves Abama que, comme il a dit qu'un de leurs camarades avait dit que politique dans Djangui, c'est pas comme ça que nous voyons ça. Pour moi, la politique, c'est pas une affaire de Djangui. Et c'est pour cela que j'interpelle tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Ça fait pratiquement 8 ans que je suis parti du RDPC. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer mes activités. Il ne faut pas qu'on leur dise, parce que je sais qu'il y en a qui sont là. Je sais qu'il y en a qui sont là aujourd'hui, on les retient, parce qu'on leur fait des promesses, pour la plupart du temps des promesses fallacieuses. Leur dit, ou alors ils ont des espoirs qui ne vont jamais arriver. C'est-à-dire, les gars sont en mer, on leur dit que non, votre temps arrive. Votre temps arrive. Je pense que ces jeunes, c'est-à-dire que serait utile pour le peuple camerounais en partant de là et aller normalement se déployer dans d'autres partis politiques pour servir le Cameroun et ils verront ce qui va se passer. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait paupérisé la population fait en sorte que les gars ne croient plus en eux. Lorsqu'on appelle, je vous dis, je peux aller à des échantillons. Vous allez là dehors, vous payez 10 gars, vous leur faites la proposition, vous dites, je suis du RDPC, j'ai besoin de vous, parce qu'après ça, nous, on va vous trouver des débouchés. Sur les 10, je pense qu'un seul va refuser de venir. Mais allez leur dire que, voilà, nous sommes avec Cabral Libye, nous avons besoin de vous. Mais qui va vous suivre? On sait que le PCRN n'a pas de pouvoir. C'est le RDPC qui a le pouvoir. Qui a l'argent. Qui a l'argent.
on sait que si on décide au RDPC, je vais prendre un exemple, si un ministre décide que je fais de toi un homme demain, ça se fait. Mais nous, qui va décider pour que demain, que ton demain change? Personne. Donc il est normal que lorsqu'on appelle quelqu'un du RDPC, approche un Camerounais lambda et qu'il lui fasse des promesses, par moment même il y a des gars, il y a la corruption morale, ça veut dire que rien que le seul fait qu'on vous dise que c'est le président de la section RDPC qui vous appelle. Vous comprenez un peu? Le gars voit sa situation changer. Dans la tête. Dans la tête. Parce que là, et puis ça s'explique. Parce que le gars sait que, c'est-à-dire que son ascension peut partir d'ici à là-bas. C'est-à-dire que sans, je veux dire quoi, sans force d'inertie. Or, dans les autres parties, vous allez faire quoi pour convaincre les gens? Rien du tout. C'est-à-dire ce que nous faisons, c'est les rares Camerounais qui ont la conviction, qui pensent que nous pouvons changer le Cameroun avec des nouveaux discours, avec une autre manière de faire. C'est ceux-là qui suivent les candidats. Comme les candidats vous êtes toujours RDPC par conviction, non? Non, pas par conviction. Non, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire comment je rentre dans le RDPC. On me copte pour entrer dans le RDPC. D'accord. Voilà. Mais vous avez accepté. Personne ne vous y a obligé. Bon, c'est vrai, personne ne m'a obligé. Mais sauf que ceux qui étaient là pour me suivre à ce moment, je leur fais, on fait un deal. Je leur dis que je rentre dans le RDPC. Mais je vous dis déjà que je ne m'étais jamais fait le RDPC. D'accord. Je ne ferai pas ceci. Et si le président Paul Biya est candidat en 2018, je pars. Vous savez pourquoi? Non. Je leur avais dit qu'avant 2018, tout ce qui se passait au RDPC, on disait que c'est les gens, c'est-à-dire c'est les autres, que Paul Biya est mal entouré. Paul Biya est mal entouré. Ok. Si quelqu'un est mal entouré, qu'à un moment il n'agit pas, ça veut dire qu'il n'a plus la capacité d'agir. Mais si la personne qui n'a pas agi hier est encore candidat demain, ça suppose qu'on va continuer avec le même. Mais entre-temps, pour moi, j'avais souhaité que ce soit quelqu'un d'autre. Mais ça n'empêche pas que durant votre séjour dans ce parti, vous aviez la conviction. Oui, qu'on allait changer. Hein. Qu'on allait changer. Non, vous avez la conviction d'adhésion au parti. Non, oui, j'ai adhéré au parti. Mais maintenant, par conviction ou par opportunisme? Non, c'était pas par opportunisme. Je vous dis, même ceux qui sont venus me voir, pour avoir mon adhésion, on a discuté. Et je leur ai dit, ils sont témoins. Quand je parle là, donc vous avez été convaincu par l'idéologie? Pas l'idéologie. Ils m'ont dit que M. Médingui venait de l'intérieur, nous allons bousculer certaines vieilles habitudes. Et l'une des choses encore, vous ne pouvez pas rentrer dans un parti où vous êtes dans un exécutif, vous ne tenez pas de réunion. Tout ce que vous avez à faire, c'est qu'on vous dit que Yaoundé a appelé et on a dit ceci. Yaoundé a appelé, on a dit. Maman, j'ai donc demandé pourquoi est-ce que moi j'étais là. Ça veut dire que si on ne peut pas construire. Alors, maître. Non, maître. Non, je reprends la rotation de la prise de parole parce que vous avez commencé 2 fois déjà. Il faudrait que quelqu'un d'autre commence aussi pour un peu avoir le jeu d'équilibre. Alors, maître, la question d'après, c'est comment les candidats financent-ils réellement leur campagne? Vous savez, c'est une très, très bonne question parce que la problématique du financement des partis politiques et des candidats au Cameroun se pose avec beaucoup d'acuité. Et c'est pour ça justement qu'on a le sentiment que le jeu politique est déséquilibré. Parce que les règles ne sont pas très claires là-dessus. Il n'y a pas une loi sur le financement des partis? Non, il y a une loi. Je pense qu'il y a des textes. Sur le financement? Oui, mais j'ai le sentiment que ce qu'on donne... Le code électoral, je pense, s'il vous plaît. Vous avez l'art d'interrompre. Ce que je voulais dire, je pense qu'il y a un texte. Je pense même qu'il y a un financement qui est prévu pour les partis quand il y a élection. Mais, sauf que ce financement est tellement dérisoire qu'un parti politique ne peut pas compter sur ce financement pour tenir. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Oui, il est dérisoire. J'en vois qu'ils font des appels de fonds et ainsi de suite, des grandes cagnottes. Oui, tout à fait. Mais sauf que, est-ce qu'au Cameroun, le citoyen camerounais dans cette posture, est-ce que le citoyen camerounais a été formaté ainsi? Parce que comme nous le disions tout à l'heure, très peu de Camerounais sont prédisposés à venir donner leur argent. C'est un problème de culture politique, c'est un problème de formatage. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on change de logiciel, qu'on comprenne que si nous voulons le changement, à partir de certains acteurs politiques qui incarnent la dynamique alternative, il faut qu'on soit prêt à les soutenir financièrement en faisant ce que vous appelez les appels de fonds. Vous comprenez? Mais si on ne le fait pas,
la politique est très, très compliquée dans ce pays. Et c'est pour ça, justement, qu'on a l'impression qu'il y a un mastodonte contre le Ouistiti, contre les micro-partis. Vous comprenez? Parce que qu'on le veuille pas, le seul parti politique qui a l'argent au Cameroun, c'est la RDPC. C'est le seul parti, c'est pour ça que quand ils nous disent que non, c'est le seul parti qui est représenté, sur le plan national. Parce que pour être représenté sur tout le territoire, mon ami, il faut avoir les moyens. Moi, je me rappelle, ça je le dis, c'est pas un secret polichinelle. J'ai vu, par exemple, en 2018, j'ai été dans l'équipe de campagne du bâtonnier à Kérémouna. Du jour que nous sommes allés en Gaoudéré, j'ai vu les dépenses. Ça ne pouvait pas tenir. Ça ne pouvait pas faire, j'allais dire, la boucle. C'est faire le tour du Cameroun, je suis sûr que même son cabinet fermé. Donc c'est pour dire ceci, il faut avoir beaucoup de moyens. Il faut avoir beaucoup de moyens pour faire la politique au Cameroun. Maintenant, est-ce qu'il y a de bonnes stratégies de financement? Je n'en suis pas sûr. Mais ce qui est même plus grave, c'est que vous savez que le financement extérieur est interdit. S'il est établi que vous avez reçu des financements de l'extérieur, c'est une infraction, vous le savez. Absolument. Alors que normalement, même dans beaucoup de pays, il y a des partis politiques qui ont des alliances avec des partis à l'extérieur qui peuvent les aider à équilibrer leurs finances. Malheureusement, ce n'est pas possible au Cameroun. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que l'un des facteurs qui gangrène le jeu politique au Cameroun, c'est le code électoral. Parce qu'en réalité, il faut une refonte du code électoral à ce niveau. Il faut réviser cette disposition, permettre à certains partis, il y a des gars qui viennent ici, qui ont des relations à l'extérieur, qui peuvent les aider à financer une campagne électorale. Malheureusement, avec le code électoral actuel, ce n'est pas possible. Ça devient très difficile. Et si nous ne changeons pas ce code, j'ai la conviction que le RDPC sera toujours le seul mastodonte et le moment venu, l'opposition n'aura que ses yeux pour pleurer. C'est pour ça que j'en appelle pour chuter à deux choses. Première chose, il faut, j'allais dire, que les citoyens camerounais qui veulent le changement sortent de leur posture et comprennent que pour avoir le changement, il faut des sacrifices qu'on peut consentir au bénéfice de ceux qui peuvent incarner ce changement. C'est pas là que je chute. Yves, comment les candidats financent-ils réellement leur campagne? Oui, avant de financer, avant de parler du financement de la campagne, je voudrais répondre à un certain nombre de choses. D'abord, rappeler à l'attention des auditeurs, des téléspectateurs, que les listes de l'UPC avaient été disqualifiées parce que l'UPC avait 2 candidats. Il faut que Maître arrête de donner le sentiment que c'est l'URDPC qui est parti là-bas. C'est eux-mêmes qui sont venus donner des listes parallèles et on sait ce que la loi prévoit dans ce cas. Maintenant, je laisse le côté donner de l'argent, c'est la corruption. J'estime que vraiment, c'est un débat inutile. Il est normal qu'on donne des rafraîchissants, qu'on donne un certain nombre de commodités à ceux qui viennent faire des meetings. Désiré Melingui, tout à l'heure, nous a donné le sentiment que lui, il était une perle tellement rare que les gens du RDPC sont venus le voir. On lui a tout promis, on lui a dit reste là. Et apparemment, c'est il partait. Mais si ce n'était pas le cas, pourquoi songer à le voir? Et ça, ce n'est que lui qui parle. Mais et c'est ça le problème. Mais il est un fait. Non, c'est pas un fait. C'est son récit. Le fait, serait que vous le mettiez en face de ces prétendues personnes qui étaient venues le voir pour qu'elles vous disent que si je viens vous dire ici qu'on me coûte tout le temps au quartier, vous n'allez pas me prendre. Sont-ils allés le voir? C'est lui qui le dit. D'après lui, oui. D'après moi, je ne vais pas dire qu'il le manque parce que je le connais. Il a une certaine... Non, ce n'est pas que je le sais. Ce n'est pas que je le sais. Il a une certaine probité. Je ne vais pas dire qu'il manque. Mais moi, je vais mettre des points d'interrogation sur son propos. En fait, je veux dire que c'est le discours que tous qui ont quitté le RDPC tiennent. Le RDPC est un parti où la concurrence est forte. Avant, moi, je n'étais pas au RDPC. J'étais critique envers le RDPC. Mais non, j'étais nulle part. Mais j'étais un critique. Mais les propos sont sur les réseaux sociaux. Ceux qui parlent du RDPC sont battus par la concurrence en interne. Oui, ceux qui parlent du RDPC, en fait, il faut que vous compreniez. Depuis si aujourd'hui je rejoins un parti comme le PCN ou le MRC, je peux vous assurer que, ou même l'UPC, je peux vous assurer que mes chances, par exemple, d'être investi comme candidat aux élections législatives ou municipales vont se multiplier de façon exponentielle. Je ne suis pas en train de l'accuser, mais je suis en train de dire que le RDPC est un parti où la concurrence est rude. Et les grands partis, c'est comme ça. Dans un grand parti, la concurrence elle n'est pas aussi facile qu'ailleurs dans l'opposition. Donc il sait que là, il
est là, il a plus de chances à être investi candidat député PCN qu'au RDPC. Donc c'était plutôt un calcul politique alors. C'est un calcul politique. Que les gens arrêtent de vous dire le lyrisme, c'est un calcul politique bien pensé. Je vais te interrompre, moi ça ne me dérange pas. Donc je veux dire qu'en réalité, parce qu'il y a lui qui dit ça, il y a le Sénacom d'un parti politique, là je ne vais pas le citer, lui il a fait 11 ans au RDPC et il est venu démissionner en 2020. Et vous savez à quel moment de 2020 il démissionne? Il démissionne quand le RDPC a investi les candidats aux élections et à l'époque il est président de sous-section. On ne l'a pas investi, il démissionne et du coup il découvre que il a passé 11 ans dans un parti qu'il n'avait jamais aimé. Un parti dont il n'avait même jamais partagé l'idéologie. En réalité, ces comportements-là, ces façons de faire contribuent à montrer à la population que les politiciens sont des comédiens. Ayant des comportements stables. Désiré était au RDPC. À un moment donné, il n'a pas trouvé son compte. C'est ça la vérité. Il a décidé d'aller dans un parti où il peut mieux trouver son compte. C'est ça la politique. Il faut qu'on dise cette vérité-là. Maintenant, vraiment... le financement des partis politiques, et là, je vais reprendre, là, maître n'a pas voulu me donner l'occasion de prendre. Je rappelle déjà qu'il y a le code électoral, article 279, 280, 281, qui définit le financement public. Et il est dit que chaque année, dans le budget de l'État, on accorde une certaine somme pour les partis politiques. D'un côté, cette somme, elle est divisée en deux. Une partie est réservée aux partis qui sont représentés et une autre partie est réservée aux partis qui participent à la compétition au prorata de leur score. Je préfère dire ça comme ça. On parle de 5%. Donc ça, c'est le financement public. Maintenant, le financement privé. Vous prenez la loi de 90 sur les partis politiques. Elle vous dit quoi? La création des partis politiques. Cette loi dit que les partis politiques vivent des cotisations de leurs membres. Vous voyez, les partis politiques vivent des dons, des legs de certains de leurs membres à l'intérieur du pays. Les partis politiques peuvent vivre aussi de leurs activités économiques. C'est toujours dans cette loi de 90. Et comme activité économique des partis politiques, qu'est-ce qu'on entend? On peut avoir la vente des cartes, on peut avoir la vente des tenues. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de leviers sur lesquels les partis politiques peuvent appuyer pour s'autofinancer. Le financement extérieur est refusé. Et je profite de l'occasion pour dire que même dans ces pays que nous aimons citer en exemple, moi j'aime beaucoup m'appuyer sur la France parce que 80 à 90% de ce que nous faisons, nous prenons exemple de ce côté-là. Vous allez prendre le cours d'électorat français et vous verrez que même là-bas, on interdit aux partis d'aller chercher des fonds à l'extérieur. Il vous souvient que, je pense que c'était M. Sarkozy, M. Chirac, qui a eu des problèmes avec un financement venu de Libye. Il vous souvient que Madame Le Pen, Sarkozy, voilà. Madame Le Pen a été soupçonnée d'avoir reçu des financements russes. Elle est même en procès en ce moment. Voilà, elle est en procès. Donc, aucun pays sérieux ne peut accepter que un parti politique qui aspire à gouverner, aille chercher des fonds à l'extérieur. Imaginez que ce parti gagne. On aura l'impression, parce que la main qui finance commande la musique. Si vous gagnez et que vous avez vos financements de l'extérieur, les constituants auront le sentiment que vous êtes venus pas pour servir les intérêts qui sont les leurs, mais pour servir les intérêts de vos bailleurs. Voilà pourquoi on refuse ça. Mais à l'intérieur du territoire français, on permet que n'importe qui finance... également, je vais rebondir. Hein, oui, il faut rebondir. On permet. J'ai des éléments que je peux mettre à votre disposition au cas où vous rebondissez. Donc, je veux dire qu'en réalité, au Cameroun, il y a la possibilité que les partis bénéficient des financements publics. Il y a la possibilité que les partis bénéficient des financements privés. C'est vrai, il y a un autre phénomène. Ici, c'était les cotisations. Il y a une loi au Cameroun sur laquelle l'administration est très peu regardante parce que, de manière générale, une caractéristique principale de l'administration camerounaise, c'est la tolérance. La loi sur les appels à la solidarité publique. Et on définit... À l'épargne publique, merci. L'appel à l'épargne publique. On définit l'appel à l'épargne publique et on vous dit dans quelles conditions vous pouvez l'obtenir. Il faut faire des déclarations. Mais vous avez bien remarqué que depuis l'élection présidentielle de 2018, il y a des partis qui sont allés sur la place publique. Je ne sais pas s'ils avaient les autorisations requises. Ils ont fait des appels de fonds. On les a financés et vous voyez que on n'a rien entendu. L'État ne s'est pas levé pour dire non, vous n'avez pas le droit de faire telle ou telle autre chose. Ce que l'État du Cameroun veut vérifier, c'est que les candidats, les personnes qui aspirent à le gouverner ne sont pas sous influence étrangère.
D'accord? Voilà pourquoi on ne peut pas accepter. Je vous dis, aucun pays sérieux n'accepte ça. D'accord. Vous financez vos campagnes vous-même. Si vous n'avez pas assez d'argent, ça veut dire que vous n'avez pas assez de membres. Il faut que les partis politiques se rendent attractifs. Vous voyez? Et on ne se rend pas attractif sur la scène politique en venant dire l'ORDP, c'est ça là l'argent, nous autres, nous n'en avons pas. Mener des activités. Et de ce point de vue-là, j'apprécie, sans être de là, le PCN. Parce que malgré tout ce qu'on va dire, vous voyez comment ils se battent pour être sur le terrain, ils font un certain nombre de choses. C'est encourageant. Ça montre que notre scène politique est une scène où quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui est entreprenant, et là, je reviens sur votre définition d'entrepreneur politique, et je dis merci à celui qui vous a envoyé le message, parce que peut-être là, il me permet j'ai fait une recherche rapide sur Google. On corrige quelque chose. Donc, je prends ce point-là pour dire qu'en réalité, les gens doivent être inventifs, les gens doivent innover, les gens doivent tout faire pour que leur formation politique ait des militants. Et qu'on dise aux militants que le parti vit de vos cotisations. Nous, au RDPC, on nous fait le procès. Nous avons... si je prends seulement les responsables élus, on en a énormément. Si je prends les responsables de la haute administration, on en a énormément. Et chacun de ces responsables a contribué. Nous autres, les petits militants, moi-même, je contribue. Même si ma contribution ne peut pas être celle d'un DG ou celle d'un maire, celle de tel ou de tel. Ce sont ces ressources-là qui font que le parti vit. Et le financement public dont on parle, désolé Melingui, vous avez plus de 200 élus. Et les 200 élus-là vous rapportent un certain nombre de ressources. Et la loi dit que ces ressources-là sont affectées d'une part à la campagne et d'une autre part au fonctionnement du parti. Vous voyez, donc il faut que les gens comprennent que c'est l'existence, c'est la capacité à monter sur la scène politique qui peut permettre qu'un parti vive de ses ressources. Si vous êtes un parti de cabine téléphonique, vous n'existez que sur les plateaux de télévision. Vous êtes un parti lilliputien, mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous parlez comme si vous étiez une foudre de guerre et vous venez nous dire non, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Vraiment, on ne peut pas vous prendre au sérieux. Dans ce pays, le PCN fait des dons et je suis sûr que les dons que le PCN fait, une partie de l'argent peut venir peut-être du financement des partis publics. Le SDF fait des dons, l'UDC fait des dons. Tous les partis qui ont des élus posent un certain nombre d'actes concrets sur le terrain. Ceux qui n'ont pas des élus, je peux les comprendre. Mais l'argent ne viendra pas comme ça du jour au lendemain. D'accord. Voilà. Il faut que les gens... Désiré, comment cela terrain. se finance-t-il? Comment les candidats financent-ils leur campagne? Oui, ben justement, tu as dit qu'il a essayé d'énumérer un certain nombre de facteurs qui amènent à se faire de l'argent. Mais sauf que dans notre contexte, c'est un peu difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que ouais, la population, même le peuple camerounais qui n'a pas assez d'argent, vous allez financer le parti comment sans argent? C'est-à-dire que moi, je vois dans notre parti. Moi, je vois dans notre parti. C'est-à-dire que les cotisations annuelles, ce n'est pas tous les sympathisants qui apportent leurs cotisations annuelles. Vous voyez, c'est pas vraiment évident. Et puis le financement public dont il est en train de parler, c'est un peu comme ce qui est en train d'arriver à notre football aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez, on dit, les clubs aujourd'hui veulent vivre de ce que l'État donne, et pourtant l'État ne donne rien de bon. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire, un parti politique au Cameroun ne peut pas vivre de ça. En réalité, c'est-à-dire que pour s'appuyer sur le peuple, il faudrait que le niveau de vie de ce peuple-là soit acceptable, soit relevé. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander à quelqu'un qui vit avec moins de 500 francs par jour de venir cotiser sous prétexte qu'il soutient un candidat. Il ne le fera pas. Sinon, il prendra cet argent où? Et il ira au bas. Il n'ira pas. Mais il va donc boire. Maintenant, si au RDPC, lui-même il a si bien cité, ils ont des directeurs généraux, ils ont des ministres, ils vont voir donc que le financement va plus vite de ce côté que chez les autres. Donc nous nous battons avec ce qu'il a dit. Il y a quand même des gars qui essayent de mettre la main dans la pâte. Il y a des gens qui se privent même de prendre leur seul repas de la journée pour financer le parti. Ça, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle vraiment des sacrifiés. Il y en a. Dans tous les partis, on les retrouve. Des personnes qui, à ce moment, tu te poses la question de savoir comment ces personnes font pour s'acquitter d'un certain nombre de choses. Donc, les partis politiques au Cameroun, c'est comme ça qu'on essaye de survivre tant bien que mal. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la... Chaque fois que vous allez discuter avec les gens, ils vous diront que vous n'avez pas couvert le territoire national. C'est-à-dire que sur les 360 communes du Cameroun, vous n'y êtes pas représentés. C'est vrai, on n'y est pas représenté parce qu'il faudrait qu'on ait des moyens pour être représenté. Vous avez dit que le candidat à qui ne pouvait pas faire le tour du Cameroun parce que cela nécessite beaucoup d'argent. Maintenant, où est-ce qu'il va prendre cet argent?
il ne peut pas, c'est-à-dire que certains candidats, comme certains militants, ne viennent pas, parce que lorsque vous allez leur dire qu'il faut acheter une carte annuelle qui va coûter 1000 francs, c'est une manière de les chasser. Parce qu'il comprend, il ne pourra pas... mettre sur la même table voilà. Donc vous comprenez quotidienne. Voilà. Donc vous comprenez qu'au Cameroun, c'est véritablement difficile. Quand je vois quelqu'un qui prend sur lui de dire qu'il est opposant, qu'il a un parti politique et qu'il envisage aller à une élection présidentielle. Mais il faut comprendre que ce monsieur est d'abord très courageux. Il est très courageux et il est prêt à dépenser, il est prêt à s'investir, c'est-à-dire à mettre tout pour y arriver. Parce que, je prends le cas de chez nous. Je crois que c'était en 2018, lorsque je crois que la caution était de 30 millions. Beaucoup ont demandé où est-ce que Cabral allait prendre 30 millions. Encore que certaines mauvaises on dit beaucoup de choses sur les 30 millions. On dit beaucoup de choses sur les 30 millions. Or, sur un calcul simple, on a sorti les 30 millions et Anne Fégon-Noir, qui est le porte-parole, a présenté la situation d'une manière assez claire. Comment est-ce que les 30 millions sont arrivés et même au-delà. Peut-être ce serait bien que vous mettiez cette présentation-là en public pour dissiper un certain nombre de... Non, cela a été fait. C'est pas aujourd'hui, cela a été fait. La liste des contributeurs. Cela a été fait. C'est-à-dire qu'elle a pris la peine. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours que... Non, elle a pris la peine de le faire. Ça a été fait. Donc, ceux qui continuent à le dire aujourd'hui, ils ne sont que de mauvaise foi. Cela a été fait. Maître Kak, ces pratiques-là, pourquoi est-ce que... Et j'ai posé la question plus tôt. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on n'en trouve pas beaucoup qui soient devant les tribunaux? Je veux dire qu'aussi loin que montent les souvenirs, il est rare de voir une affaire de corruption en période électorale qui ait connu un procès et qui c'est peut-être une suite judiciaire. Des condamnations, des élargissements. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Qu'est-ce qui peut le justifier? Député, avant de répondre à cette question, permettez-moi de Je vous le permets. Revenir sur deux choses. Déjà, Yves Abama insiste sur la non-participation de l'UPC aux élections locales de 2020. Pour ça, dire la vérité. Tout le monde le sait, ce n'est pas la thématique ici, mais tout le monde sait que, j'allais dire, l'UPC a été victime de la cupidité de l'instance chargée de réguler les jeux électoraux. Non, comment cela? Je vais vous dire pourquoi. Non, ça... C'est une accusation grave. Très grave. Non, je vous dis ceci. Très grave. Si vous aviez deux listes, mais ça je vous dis ceci. L'instance chargée de réguler le jeu électoral savait qui avait qualité pour investir les candidats. ORDPC, on sait qui a investi, non? Oui, mais... Attendez, si maintenant l'instance connaît qui investit, bon, le débat sur, j'allais dire... Maître, est-ce que l'instance a qualité? Je veux dire, est-ce que le tribunal s'est prononcé sur la qualité de celui qui investit? Si, je prends par exemple le cas de l'UPC aujourd'hui, il y a une affaire au tribunal. Monsieur Conan, PCN. Monsieur Conan est face à Monsieur Cabral Libi, le président fondateur, au tribunal. Les élections électorales ont lieu en octobre. Si M. Conan vient déposer une liste, M. Cabral Libi vient déposer une liste, est-ce que l'ELECAM est le tribunal pour dire que moi je te connais, moi je ne te connais pas? Non, écoutez, pour répondre à cette question de manière technique, okay. Vous vous souvenez que nous sommes en 2020. Les élections municipales ont eu lieu en 2020. Exact. Voilà. Au lendemain, c'est-à-dire quelques mois après la décision de la Cour suprême qui donnait raison, en fait, qui député Bapo, qui annulait la décision du ministre qui avait désigné Bapo en 2018 comme représentant légal de l'UPC. Ce qui revient à dire qu'en 2020, en réalité, c'est M. Balé Gelincourt qui était le représentant légal du parti. La décision est tombée quand même. J'étais en 2019. C'est une décision de 2019. 2019. Puisque la décision du ministre, c'est 2018, et quelques mois après, la Cour suprême a donné raison, j'allais dire, à ceux qui avaient attaqué pour dire que Bapo n'était pas le représentant légal du parti. Que lorsque la Cour suprême se prononce, qu'est-ce que l'ECAM doit faire? L'ECAM doit exécuter. Les décisions de la Cour suprême ne se commandent pas, ça s'exécute. Donc en 2020, lorsqu'il y a élection de proximité, élection locale, élection législative, élection municipale, le représentant légal du parti, c'est
M. Pierre Balé-Gancourt. Donc c'est cette liste, la liste qu'il avait investie, qui devait être retenue. Mais malheureusement, l'instance a refusé, j'allais dire, de respecter la légalité républicaine. Et c'est ça qui a causé du tort à l'UPC. L'UPC s'en est trouvé totalement hors circuit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai dit avec insistance ici, que nous n'avons jamais eu le PCRN comme adversaire sur le terrain. Ça, c'est une vérité de la palisse. Maintenant, autre chose que je voulais apporter ici, comme précision. Vous avez bien fait d'expliquer un peu les modes de financement des partis politiques. Ça, je vous en félicite. Mais ce que vous avez omis de dire, c'est qu'au niveau des financements extérieurs, ce qui est interdit, c'est le financement public. Ça veut dire que lorsque, par exemple, un parti bénéficie du financement d'un État, vous comprenez? C'est le problème de procès Sarkozy aujourd'hui, qui avait reçu l'argent de Kadhafi. Vous comprenez? Mais un parti politique peut avoir des partenaires dans le privé qui peuvent l'aider à financer une campagne. Ça ne doit pas être interdit. Ça se fait ailleurs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des partis, par exemple, qui sont dans des affiliations comme l'International socialiste. L'International peut appuyer un parti politique, peut appuyer un candidat qui est membre de l'International socialiste. Ça ne doit pas être interdit. Il y a autre chose. Il y a des associations qui peuvent soutenir un candidat. Une association basée à l'extérieur qui n'est pas une association publique peut soutenir un candidat. C'est ça, c'est interdit. C'est à ce niveau qu'il y a problème. Autre chose que je voulais ajouter, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas dans la loi sur la création des partis politiques. Parce que tous les pays qui se veulent sérieux dans le jeu démocratique posent un certain nombre de conditions de création des partis politiques. Le Gabon vient de le faire. Le Gabon vient de dire, par exemple... Vous me rappelez un débat que j'ai fait ici il y a peut-être 4 ou 5 ans ou plus. Et on parlait de la loi, comme ça, un magistrat m'a répondu il n'y a aucune loi qui est mauvaise. Elle a été votée, elle est la loi, elle a été validée à l'Assemblée nationale, elle est la loi, il faut l'appliquer. Le jour où on va la changer, on va passer à autre chose. Mais, donc, sauf que... Commenter la loi ainsi... Qu'est-ce que je voulais dire? Non, vous savez, député, et là maintenant c'est le juriste qui passe, ce n'est plus l'homme politique. En fait, lorsqu'on interprète une loi, on peut l'interpréter de deux façons. On l'interprète de manière littérale, comme on peut l'interpréter de manière téléologique, ça veut dire en fonction des objectifs recherchés. Mais lorsqu'on fait effectivement l'exégèse de cette loi, on a le sentiment qu'il y a un mauvais jeu quelque part, parce que en réalité, lorsqu'on donne la possibilité à n'importe qui de créer un parti politique, vous comprenez, c'est tout ça, c'est pour fragiliser l'opposition. Dans les pays sérieux, on pose des conditions qui font que très peu de gens réussissent à créer des partis. Au Gabon, par exemple, on a dit aujourd'hui, ça c'est la loi actuelle qui a été adoptée au lendemain du fameux dialogue. Exact. Ils ont maintenant dit que pour créer un parti, dans le dossier que vous déposez, le dossier de constitution du parti, vous devez avoir la liste de vos adhérents. Aujourd'hui, on passe de 13 000. Ça veut dire qu'il faut avoir 13 000 membres. Déjà? Oui, 13 000 membres. C'est une restriction de liberté. Non, c'est pas une restriction de liberté. Si chaque Camerounais veut être président d'un parti, on fait comment? Pourquoi si chaque Camerounais devait être président? Mais il faut qu'il respecte les conditions. Voilà, les conditions. Et la loi a fixé les conditions. On dit que pour passer un parti, ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de... Et ils ont exigé que parmi les adhérents, il faut qu'on retrouve... Ils ont donné le quota pour chaque province du Gabon. Le Gabon a 9 provinces. C'est-à-dire que sur la liste des 13 membres, il faut qu'on soit sûr que là-dedans, on va trouver 1500 qui sont de la province de l'Otogoué, ça veut dire Franceville, qui y a peut-être 1000 qui sont de la province de l'Estuaire, ça veut dire Libreville, qui y a peut-être 1000 qui sont de la province de Wollontem, ça veut dire Bitam, Oyem, ainsi de suite. Il y a un travail de fond il faut que le parti politique soit véritablement représentatif de tout le pays. Mais effectivement, ici chez nous, n'importe qui vient créer un parti politique. Il respecte la loi. Non, pas n'importe qui, puisque depuis que nous avons voulu créer le parti des citoyens, on n'a pas pu. N'importe qui sauf vous. N'importe qui, mais sauf nous. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce débat. C'est vous qui savez ce que vous avez comme problème. Mais moi, je pense que logiquement, ils ont trop d'amis. Logiquement, vous disposez de tous les outils, de tous les atouts pour créer... Sauf qu'ils ont un grand problème à régler. Bon, je ne sais pas s'ils ont un problème. Non, nous, on n'a pas de problème, mais on nous fait des problèmes. On se fait des problèmes. Développer, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est qu'en fait,
tant qu'on ne revoit pas les conditions de création des partis politiques, on n'aura qu'une kyrielle de micro-partis face à un mastodonte qu'on appelle le RDPC. Et ça va toujours déséquilibrer notre jeu politique. Ça, c'est mon avis. Maintenant, ce que je vais dire pour essayer de répondre à votre question, c'est que comme je l'ai dit tantôt, on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Mais malheureusement, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous sommes dans un pays où beaucoup de citoyens ne connaissent pas la loi. Je ne sais pas si sur 27 millions ou 30 millions de Camerounais que nous sommes, je ne sais pas si 1 million savent qu'il y a une disposition qui réprime la corruption électorale. Je ne suis pas sûr. Bon, maintenant, c'est les débats comme ça. Les même débats... pas, maître, vraiment sans vous couper, hein, même pas seulement la corruption électorale, la corruption même. Non, parce que quand vous allez, parce qu'en réalité, ça se parle, mais on la vit autrement sur le terrain. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la corruption électorale, vous semblez vouloir peut-être, je veux dire quoi, mettre dans ça un champ. en exergue, non. C'est-à-dire que la corruption elle-même, c'est-à-dire que lorsque vous vivez là, lorsque vous allez là, c'est-à-dire que ce soit, vous voyez, la corruption se passe au Cameroun à ciel ouvert. Est-ce que les gens se calment? Non, sur ce point, je vais quand même apporter une petite réserve. Avec le travail abattu aujourd'hui par la CONAC, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ça, je vous le dis sous le contrôle peut-être de Abama qui le sait. Et depuis rapport 2021. Vous comprenez? La corruption, même dans nos... Bon, ça, je le dis ici, dans nos tribunaux, là, c'était pas évident. Il y avait beaucoup de cas de corruption. Mais depuis, de plus en plus, les gens s'en méfient. Dans les gendarmes, dans les commissariats, vous pouvez dire aussi autant? Oui, en fait, vous savez, la corruption, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, je ne veux pas me dédire, la corruption fait partie de notre ADN. Ça, je l'ai dit. Maintenant, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour la combattre? Est-ce que notre action est suffisante? Je n'en suis pas si sûr. Donc, je ne dis pas que la corruption n'existe pas, mais je dis que tout le monde sait que la corruption est prohibée, que la corruption est interdite, que la corruption est réprimée par la loi. Malheureusement, les gens continuent à la pratiquer. Vous comprenez? Ça, c'est la vérité. Mais ce que je vais dire, avec les débats comme ceci, c'est sur ce point que je tire le chapeau à Dipita de susciter ce genre de débat. Et ce genre de débats doit être multiplié parce qu'en réalité, c'est de là que les gens comprendront les enjeux, non seulement de la corruption électorale, mais aussi de la lutte contre la corruption électorale, mais aussi et surtout de la lutte contre la corruption en général. Parce que si nous continuons comme ça, nous ne pourrons jamais parvenir à un changement dans ce pays. Parce que je continue à le dire, ce n'est pas vraiment, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, ce n'est pas que je n'aime pas le parti au pouvoir. D'accord. Mais j'estime pour ma part, je vais chuter. D'accord. J'estime pour ma part que le moment est arrivé pour qu'on parvienne à un changement de système, non pas seulement un changement de leadership. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut changer de système pour permettre à nos enfants de voir autre chose. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous autres, le système, si l'ordre gouvernant actuel m'a trouvé en classe de 5e en 1982. En 1980, ça va combien d'années? Ça fait 43 ans. On ne peut pas, on ne dit pas que ceux qui sont là ont vraiment mal travaillé. Non. Mais je pense que le moment est venu pour qu'on permette à nos enfants de voir autre chose. C'est du changement qu'on verra si on peut améliorer nos conditions de vie. Parce que c'est à ce niveau que le débat se situe. Et c'est pour ça que je pense que par rapport à la corruption dont nous parlons, je pense que nos enfants, ou bien les jeunes électeurs aujourd'hui, doivent jouer un grand rôle, qui cessent de se comporter comme des vulgaires personnes qu'on va corrompre en donnant des pots de pain, en donnant des sardines. Il faut que les gens comprennent que l'enjeu d'une élection, surtout l'élection présidentielle qui va venir, c'est le devenir du pays, c'est l'avenir du pays qui en dépend. Et que si les choses se passent très bien, si les gens vraiment pensent à l'amélioration de nos conditions de vie, les gens ne seront plus la cible de la corruption. D'accord, maître. C'est ce que je dis. Alors, Désiré, la corruption nourrit-elle le désengagement politique des jeunes? Autrement dit, a-t-elle un impact négatif? Oui, ben justement, mais sauf que je ne sais pas si les jeunes se rendent compte. D'accord. Là, il voulait vous poser la question de la prise de conscience. Voilà, prise de conscience. Parce qu'en réalité, lorsque les jeunes rentrent dans la corruption, ils se rendent dans cette condition sans se rendre compte. Parce qu'il me souvient que pendant le renouvellement des organes de base chez nous, il y a beaucoup de jeunes que j'ai pu mobiliser pour créer des comités de base, des sous-comités d'arrondissement. À un certain moment, comme j'avais
des présidents qui contrôlaient certaines unités. Il y en a qui reviennent me dire que non, vraiment, nous ne pouvons pas continuer comme ça, passer après les réunions, tel président ne nous donne pas à boire, tel président, vous voyez un peu. C'est-à-dire, or, lorsque le RDPC nous invite, voilà comment est-ce que nous nous sommes reçus. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que cela se passe sans que les acteurs, c'est-à-dire que la cible même, ne se rendent compte de ce qui est en train de se passer en réalité. Parce qu'une émission comme celle-ci, et s'ils ont l'occasion de la suivre, vous comprenez, pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. Et ce ne sont pas des enfants, quand je dis les enfants, ce ne sont pas des adolescents, c'est des gars de plus de 25 ans, de 30 ans, mais qui en ce temps, vous savez, quand vous êtes désœuvré, vous avez l'impression d'être enfant. C'est-à-dire que vous ne savez pas que vous pouvez vous prendre en charge. Et que le combat qui est mené, en réalité, c'est un combat qui vise à vous sortir de l'ornière. Parce qu'on se rend bien compte qu'ils n'ont même pas conscience de cela. C'est pour cela que la question que vous posez, elle est là. C'est-à-dire que les jeunes, au lieu de s'engager en politique, pensent plutôt que, et surtout l'impression qu'on leur donne. Parce que vous allez voir aujourd'hui, on dit Cabral est un collabo. Et ils aiment bien le dire. Quand on le dit au RDPC, c'est pour décourager les jeunes qui peuvent suivre Cabral en leur disant que non, lui s'en va prendre. Vous aussi, vous pouvez aller prendre. Vous comprenez un peu? Or, en réalité, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que le combat qui est mené par Cabral, c'est celui de dire aux jeunes que non, tout ceci nous appartient. Mais venez pour que nous nous battions, pour que la meilleure répartition soit faite. Pour que tout le monde, au moins, puisse avoir ce qu'il mérite dans ce gâteau. Ce n'est pas ce que les jeunes comprennent. Au jour d'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, certains jeunes ont l'impression que aller à être adhérent dans un parti politique qu'au lieu d'attendre qu'on vienne le coopter. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on sait qu'on va coopter, j'ai un tel, est-ce que j'ai un tel pour me tenir par la main? Or, lorsque les jeunes sont engagés, on a vu, il a pris au cas du Sénégal, c'est-à-dire qu'on a vu deux messieurs qui sont engagés véritablement et ont été poussés par toute la jeunesse, par tout le peuple. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que le Sénégal est gouverné par ce que les Sénégalais, pour la plupart, donc je veux dire la majorité, ont choisi. Donc au Cameroun, on peut le faire. Mais sauf que les gars ne sont pas conscients de la force qu'ils disposent. Or, cette force-là, c'est eux qui la disposent. C'est-à-dire qu'on leur donne l'impression, et pire encore, il y en a qui pensent que même en allant voter, est-ce que leurs votes seront pris en compte? Ça, c'est la question. Vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs qui poussent les jeunes aujourd'hui à un désintérêt. C'est-à-dire que sans même réaliser la portée des actions qu'ils sont en train de poser, parce qu'aujourd'hui, se désintéresser de la politique est dangereux. Ça veut dire quoi? C'est maintenir. Parce que de l'autre côté, ils ont des atouts pour maintenir tout au moins ce qu'eux, ils ont aujourd'hui. Parce qu'ils ont les moyens pour les entretenir. C'est-à-dire que, quand je dis les moyens, ils ont déjà les moyens administratifs. Parce que dans toutes les circonscriptions administratives au Cameroun, vous allez trouver des gens RDPC. Pourquoi? Parce que les sous-préfets les reprennent valablement dans les arrondissements. C'est-à-dire que, et vous pouvez compter si le sous-préfet est dans chaque arrondissement du Cameroun, ça veut dire que le RDPC y est représenté. Vous voyez? Et il y a des actions qui sont menées, ça et là, pour que cela ne soit pas... Le sous-préfet doit la écouter. Non, mais il m'écoute. Est-ce que ce que je dis n'est pas nouveau? C'est pas nouveau. Tous les sous-préfets... J'espère qu'en allant là-bas, tu iras avec sa carte de militant. Tous les sous-préfets? Non, nous savons que tous les sous-préfets au Cameroun, avant de tenir n'importe quel discours, sont d'abord là pour gérer, c'est-à-dire que font un peu, je vais dire quoi, le transport normal des idées du RDPC. C'est pas excessif. Donc, non, c'est pas excessif. Ce que je dis, peut-être qu'ils n'ont pas tort. Hein, parce que vous savez, on est dans un environnement où, à ce moment, on a l'impression que s'ils ne le font pas, même eux-mêmes ne s'en sortiront pas. Est-ce qu'on se professeur a levé pour faire un meeting pour le... Ils ne font pas le meeting. Mais je ne suis pas ici là pour faire le procès des sous-préfets. Mais on a entendu. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a brûlé. On avait brûlé la résidence d'un sous-préfet à Mam. Vous comprenez? Lors des renouvellements de base du RDPC. Si, pendant les renouvellements de base, ça veut dire entre eux, le sous-préfet, les gens vont jusqu'à brûler la résidence du sous-préfet. Vous pouvez donc comprendre, lorsque l'élection arrive, ce qui peut se passer. Mais non, je veux dire que la difficulté, c'est souvent la généralisation. C'est-à-dire quand on dit tous les sous-préfets, et puis encore qu'il faut démontrer que certains même sont impliqués, c'est là qu'il faut souvent relativiser. Non, on n'est pas... Vous savez quoi, M. Tipita? Non. C'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, lorsque on a la majorité quand même, on peut le dire.
Vous comprenez? Bon, maintenant, on ne va pas quand même dire ici qu'il n'y en a pas qui font l'exception. Vous savez, dans toutes les règles, il y a quand même une exception. Ça, c'est certain. Voilà, mais maintenant, pour la majeure, je crois quand même que ce n'est pas... Et ça, je ne suis pas méchant. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, lorsqu'on est dans l'administration au Cameroun, on est quand même tenu un certain nombre de choses. Vous savez, lorsqu'on a fait le film quoi, là, du président Paul Biya ici, il est fonctionnaire. La projection du film... C'était encore... Sur le parcours du président Biya. Mais les fonctionnaires étaient obligés d'aller là-bas. Ah bon? Obligés, oui. Ça, je l'ai dit avec autorité. Je suis fonctionnaire. Non, je vous dis, à Bonanjo. Moi, je connais, je ne vais pas citer, qui m'ont dit qu'ils étaient obligés d'y aller. Vous comprenez? Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on sait... Tout compte fait, il est clair qu'il y a eu des notes de service dans certaines administrations qui ont demandé que... Moi, je dis, je ne Moi, peux je suis fonctionnaire dans mon lycée, il n'y a pas une note. Non, je ne vais pas vous appeler tous dans tous les cas. Il y a eu des notes de service. À Bonanjo. Il y a eu des notes de service dans certaines administrations. Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire là. Je suis majeur. Non, il parlait deux fois. Non, on a encore 20 minutes, vous aurez 15. Ce qu'il décrit là, c'est parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le RDPC, c'est le parti État. C'est le parti d'État. C'est le parti de l'État. Non, écoutez, quand on dit parti de l'État, pourquoi j'en comprends pas ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité, il y a une confusion entre ce qu'on appelle... Mais une fois que vous l'avez dit, hein, il faut maintenant aussi démontrer que cette position fait du RDPC un corrupteur. Le RDPC peut avoir tous les moyens, mais va à la bataille de façon légale, de façon mobilise mieux ses électeurs que vous, les autres partis, et puis gagne. C'est ça le problème. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'on dit que c'est le parti d'État, le parti de l'État, ça veut dire qu'il y a une confusion entre ce qu'on appelle État, ce qu'on appelle administration, ce qu'on appelle gouvernement. Ben vous n'avez pas encore illustré la corruption dans ça, donc. La corruption, même, c'est quoi? La corruption, c'est que lorsque vous n'avez même pas les moyens de parcourir le territoire, vous ne pouvez même pas avoir accès à ces populations. Or, eux, ils prennent les moyens de l'État. C'est-à-dire, ils viennent avec les voitures. Il y en a qui font la campagne avec les voitures CA. Et ça corrompt qui? Attendez, quand ils viennent là, il y a les choses derrière la c'est la limite à ne pas traverser. C'est la limite à ne pas traverser. Au-delà de ça, vous terminez en une seconde et puis Yves. Au-delà de Yves ça, s'impatiente. vous savez qu'il y a beaucoup de partis politiques qui se sont plaints de ce que certains sous-préfets n'étaient pas là pour signer les procès-verbaux des candidats. Vous êtes d'accord avec moi? Dans beaucoup de nous, on a subi ça à Lignes-Fom. Vous êtes des Lignes-Fom? Oui, je suis des Lignes-Fom. On a subi ça à Lignes-Fom. On n'a pas pu avoir des candidats de ce côté à cause de l'absence des sous-préfets dans leur bureau pour signer. Mais est-ce que c'est un acte de corruption? Peut-être qu'on aurait dû définir la corruption au départ. Bon, dans tous les cas, je voulais vous dire que si on arrive à ça, n'est-ce pas? Vous voyez même que c'est pire que la corruption. Il va vraiment. Oui, je veux revenir. Ils ont dit beaucoup de choses, comme ils ont parlé. Oui, vous avez au moins 10 minutes. Je veux dire que je commence par Désiré Melengue qui parlait du niveau de vie des Camerounais pour justifier le fait qu'ils n'arrivent pas à les enrôler dans les partis. Je veux dire que c'est un faux débat. Non, pas enrôler. Non, qu'ils ne puissent pas financer. Comme tout ce que tu veux. Je dis c'est un faux débat qu'ils ne puissent pas soutenir. Les Sénégalais dont tu parles, qui ont soutenu Sonko et Diomaye, n'étaient pas plus aisés que les Camerounais. Et ils ont soutenu ces deux. Et le soutien, il peut être physique, il peut être moral, il peut être matériel, il est multiforme. Ils l'ont fait. Ils ne sont pas plus aisés que les Camerounais. À un moment donné, ne justifiez pas votre paresse, je préfère appeler ça comme ça, votre faiblesse, derrière des mots qui sont légion, qui existent partout. On ne peut pas se cacher derrière des éléments comme ça pour dire non, il n'y a pas non. Arrêtons avec ça. Pour mettre, je vais vous citer l'article 278 du Code électoral. Parce que vous avez voulu dire tout à l'heure que la loi camerounaise refuse que ce soit des États, mais que des organisations peuvent le faire. Pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs, je vais lire, je ne vais pas ajouter un mot. Donc, article 278, alinéa 1, il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides, des financements provenant de personnes, d'organisations, de puissances et ou d'États étrangers. Ça clôt le débat. Pourquoi? Je relis. Il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides, des financements provenant d'organisations, de puissances étrangères ou d'États étrangers.
D'accord. Mais tu n'apportes pas d'éléments nouveaux, c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit, s'il te plaît, tu as dit tout à l'heure que des partis, un peu des associations comme l'Internationale socialiste peuvent financer d'autres partis ici. Or, la loi dit... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous m'avez mal suivi. Non. Vous m'avez mal suivi. Vous m'avez mal suivi. Vous m'avez mal suivi. Je vous ai dit justement ce que vous êtes en train de dire. Que chez nous... Oui, peut-être que... Tu as dit que la loi camerounaise interdit toutes sortes de financements. Peut-être que j'ai mal compris. Alors qu'ailleurs, on donne la possibilité... Peut-être que j'ai mal compris et je voulais vous redire, peut-être d'ici la fin, je vais vous montrer cet extrait de la loi française qui est intégralement identique. C'est-à-dire qu'on refuse, et c'est un principe simple. Vous savez qu'il y a les fonds vautours. Vous savez qu'il y a des investisseurs très dangereux là-dehors qui peuvent venir... C'est-à-dire que si vous leur ouvrez la porte, ils viennent et votre État est sous tutelle. C'est que tous les États du monde veulent se protéger contre ce genre d'investisseurs. Le Cameroun, en intelligence, ça n'invente ni le fil à couper le beurre, ni la poudre à canon. On fait ce que les autres font depuis. Je voudrais continuer en disant que le changement ne se proclame pas maître. C'est-à-dire que, et c'est une habitude de l'opposition camerounaise de venir sur les plateaux et dire non, cette année, c'est l'année du changement. En 2018, on a entendu ça. En 2011, les gens entendaient ça. On entend ça depuis toujours. On ne proclame pas le changement, on travaille pour qu'il arrive. Vous voyez? Et si vous vous rendez compte que on est dans un environnement où le changement tarde à arriver, où les populations, comme Désiré Melingui tout à l'heure disait, préfèrent aller à un meeting du RDPC plutôt qu'à un meeting de l'opposition, dites-vous bien que peut-être votre méthode n'accroche pas et que la méthode d'en face accroche. Vous dites que nous sommes le parti État. Moi, je dirais, pas parti État, mais parti en situation de responsabilité. Et un parti en situation de responsabilité, heureusement, a un certain nombre d'atouts. Quand il va à une élection, il va avec ses atouts. Vous n'allez pas nous dire que le jour où vous serez au pouvoir, vous serez tellement exemplaire que quand viendront les périodes électorales, vous vous dépouillerez de tout votre être. Si, par exemple, vous êtes un ministre, vous irez à une élection, de sorte qu'on dise que, bon, voilà un Camerounais lambda, il est comme les autres. À un moment donné, sortons de la fiction, vivons la réalité. La réalité nous impose à chacun de nous d'aller à la compétition politique avec ses forces et ses faiblesses. S'il te plaît, non, vous le faites souvent, Okay. Ça veut dire que là, vous convenez avec moi que vous avez ces moyens et vous les utilisez. C'est-à-dire que les sous-préfets vous aident. Voilà. Et tu allais même me faire oublier l'exemple des sous-préfets. Désiré. Oui. De mémoire de militants du RDPC, et même avant même que je ne sois militant, moi, je n'ai pas vu un sous-préfet un jour avec la tenue du RDPC. Non, c'est pas une... Je n'ai pas vu... S'il te plaît, il y a des éléments qui attestent, qui font voir le militantisme à distance. Je n'ai jamais vu une carte de militant du RDPC d'un administrateur civil, gouverneur, sous-préfet. Je vous ai pris un exemple ici. Mais ton exemple ne signifie rien. Ça signifie. Il ne signifie rien. Pourquoi? Il ne signifie rien parce que quand vous allez dans les méandres de cette histoire, on vous dit que le sous-préfet, face à la tension et autres, aurait essayer de favoriser X ou Y. Parce qu'il est malheureusement arrivé, et l'ordre public étant menacé, il arrive en position d'arbitre, il essaie de faire ci ou ça, on l'accuse d'un certain nombre de choses. Les sous-préfets, jusqu'ici, nous, au RDPC, on n'a pas la preuve qu'ils sont nos camarades. Non, on n'en a pas. Vous pouvez le dire. Vous savez sur quoi vous comptez. C'est son temps de parole. Oui, mais comment il a les gens. Est-ce que de mémoire d'acteurs politiques, pouvez-vous dire aux téléspectateurs si un sous-préfet a déjà interdit un meeting du RDPC? Oh là là. Si Charles Élise en suit cette émission, il va s'énerver. Oui, les meetings de Charles Élise ici à Douala 2 ont été interdits plusieurs fois. D'accord. Il arrive. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où... Ça, par contre, c'est déjà arrivé. Oui, les sous-préfets... Et pas qu'à Douala, dans tous les cas. Pas seulement à Douala, partout. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'un certain nombre de choses arrivent et qu'on dise que c'est eux qui en sont, ils en sont responsables. Il y a ces intentions qui sont là. Je peux comprendre parce que je suis d'accord avec ceux qui pensent que à un moment donné, il faut aussi lever la pédale. Il faut lever la pédale pour ne pas donner le sentiment aux opposants que on bloque systématiquement les activités. Mais je veux dire que c'est toutes les activités des hommes politiques qui sont bloquées quand il le faut. Je reviens sur le cas de la politique et du désamour. Parce que tout à l'heure, Désiré a semblé tirer sur le RDPC qui donne de l'argent, qui fait ci ou ça. Est-ce que vous savez que Désiré, parfois les discours que certains hommes politiques tiennent contribuent à jeter le doute et donnent le sentiment aux populations que peut-être la politique est alimentaire. Vous savez pourquoi je vous pose cette question-là à vous? Et je peux vous permettre une discussion. Je me souviens que dans un direct, votre président, je ne sais pas s'il s'amusait, il avait dit que grâce à la politique, lui, il n'a plus faim.
Et il s'est même amusé, hein, parce qu'il discutait en direct avec certains citoyens et ça fait le buzz partout. Vous voyez, l'image qu'il a donnée ce jour-là, c'est quoi? Parce que vous vous plaignez de ce que les jeunes ont une conception alimentaire de la politique. Quelle image votre président a-t-il donné ce jour? Il a donné l'image aux jeunes que, effectivement, la politique peut vous permettre de manger. Au nom de quoi? Lui qui avoue à la télévision que, sur les réseaux sociaux que la politique lui a permis souvent de bien manger. Au nom de quoi les jeunes doivent, s'il te plaît, au nom de quoi les jeunes doivent venir à son meeting et ne rien manger alors que lui, la politique l'a aidé à manger. Donc il faut comprendre, s'il te plaît, aux invectives quel que soit alors disant que, ok, Cabral a faim, dit, oh, ben, aujourd'hui, voilà, je n'ai plus faim. Voilà. Il dit, et les députés ne le disent pas, il n'est pas allé à ma faim. Non, on n'est pas, et il a allé plus loin pour dire qu'il a un salaire d'1 million qui lui permet de faire des provisions. Il a dit tout ce que je suis en train de dire. Mais si c'est la corruption. Non, c'est pas la corruption, mais vous voyez la conséquence. Et je le lui dis parce qu'il dit que les jeunes ont une conception alimentaire de la politique. Je veux dire que son président, son parti, par leur façon de faire, ils contribuent à accroître la perception alimentaire que les jeunes ont de la politique. Quand vous me dit ça, c'est ton angle de perception. Imaginez que vous m'invitez à votre meeting. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux là, vous m'avez dit que moi, Dipita, vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas un certain nombre de problèmes, tout ça. Je viens à votre meeting. Je ne viens pas à votre meeting pour que le soleil me tue. Je ne viens pas à votre meeting pour que ma gorge sèche, alors que je sais, vous avez dit, tout le monde a entendu, d'accord? Vous devez être capable de donner des mais c'est que vous êtes peut-être aussi quelqu'un de peu de conviction. Voilà. Non, c'est pas quelqu'un de peu de conviction. C'est eux qui ont donné, ils ont donné le titre. Non, pas tout ça à la fois, une seconde. Ils ont donné tout à l'heure la typologie des Camerounais. Nous sommes dans un environnement où, et peut-être c'est notre caractère de Bantou qui le fait, les uns et les autres ont un attachement un peu poussé aux choses alimentaires. D'accord? Donc, ils viennent à votre meeting. Vous voulez que ces enfants-là viennent mettre vos bâches, qu'ils fassent tout, et qu'ils rentrent chez eux sans un verre, alors qu'ils ont vu votre président dire que la politique l'aide à manger. D'accord, Yves. Faire attention. Donc, les 10 minutes sont passées. En réalité, oui, s'il te plaît, chute. Je veux dire qu'en réalité, les politiciens doivent avoir des discours responsables. Les hommes politiques doivent participer à la formation de l'opinion, à la formation des Camerounais. Si nous venons sur les plateaux pour tenir un certain nombre de discours par rapport aux intérêts immédiats qu'on a, sachant qu'au tôt ou tard, ils vont nous rattraper. Tenons les discours qui vont faire que si demain nous sommes en situation de responsabilité, qu'ils ne nous reviennent pas au visage. Parce qu'aujourd'hui, certains sont dans l'opposition, ils font croire aux Camerounais que c'est le jour où eux, ils vont arriver au pouvoir, que les souffrances vont s'arrêter. Hein. Les Camerounais sont pauvres, ci ou ça. Battons-nous pour qu'il y ait changement. Comme si le changement signifiait fin des souffrances. La dernière question. Et là, il faut qu'on explore quand même quelques solutions, si tant il qu'il pourrait y en avoir, pour définitivement ou amoindrir ou rendre faible le niveau de corruption en période électorale. Quelles sont les pistes qu'on peut explorer? Comment éviter, comment éradiquer, comment mettre un terme à la corruption, à l'achat des voix, des votes des électeurs en période électorale? Désiré, ce sera la dernière question de l'émission. Oui, député, moi je sais, c'est le vœu de tous les Camerounais, hein, mais je pense que c'est véritablement difficile. Parce que moi, je vais le dire, en réalité, nous le faisons déjà, parce que nous n'avons pas de moyens pour corrompre. Dans l'absence des moyens, voilà, nous amène directement le problème. ce problème chez nous. Mais la volonté est quand même là. Mais et puis la corruption n'est pas toujours, elle n'est pas toujours financière, non? Voilà, elle peut être morale. Non, justement, la corruption dont nous parlons ici, elle est beaucoup plus matérielle ou financière. D'accord. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous amenons, puisque nous sommes dans la formation de la jeunesse, nous formons les jeunes. La plupart de nos militants sont des jeunes. Nous leur montons plutôt la voie à suivre sans passer par les moyens, parce que nous ne pouvons pas présenter ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas utiliser les moyens que nous n'avons pas. Les moyens que nous avons, c'est les moyens les moyens de la parole. C'est-à-dire que de convaincre les jeunes, de leur dire que voilà ce que nous pouvons, voilà là où nous pouvons arriver. Et puis je crois que ce qui a été fait au PCN est perceptible par tous les jeunes. C'est-à-dire que Cabral est député aujourd'hui. Après Cabral, nous avons 4 autres députés. Ils sont tous des jeunes. Je suis sûr que si Cabral... La jeunesse au Cameroun, c'est jusqu'à 35 ans. Je suis sûr que... Ils sont jeunes? Non, je pense que lorsque Cabral devenait député, il avait, je crois, 35 ans.
je pense qu'il n'est pas C'est sûr. Bon, ou alors, même s'il avait 40 ans, ce n'est pas au Cameroun, puisque le plus jeune ministre au Cameroun a plus de 50 ans. Non, donc vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas me dire que dans un pays où vous considérez qu'on est jeune à 60 ans, quand quelqu'un a 40 ans, qu'on ne dise pas qu'il est jeune. Donc je pense que les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui sont devenus députés sans avoir à passer par la corruption. Donc au moins par là, les jeunes comprennent qu'on peut accéder à tout sans... Vous allez avoir le passer par là. Et Yves, comment on y met un terme? Déjà, moi, je ne suis pas rêveur. J'ai fait mes humanités et je sais que la corruption est inhérente à l'espèce humaine. Donc, mettre un thème, peut-être c'est une trop grande ambition. Peut-être qu'on peut réduire le phénomène. Comment réduire le phénomène? Première chose, il faut faire de la pédagogie sur le plan juridique. Il faut expliquer aux uns et aux autres que les actes de corruption, pour le moment nous sommes dans le cadre électoral, les actes de corruption en matière électorale peuvent coûter cher. Il faut leur parler du code pénal, il faut leur parler de la loi électorale. Je pense aussi que ELECAM, et je leur fais une suggestion, ELECAM peut à chaque fois multiplier les extraits des lois dont je parle et les afficher dans les différents centres, même quand elle va faire les inscriptions en Dokouch et autres, parce qu'au moment des inscriptions sur les listes électorales, là, il y a des actes graves de corruption qu'on pose au vu et au su de tous. Viens t'inscrire, tu as la bière, viens t'inscrire, tu as un plat de ci ou de ça. C'est très grave. Donc il faut qu'on commence déjà par vulgariser la loi qui condamne la corruption en matière électorale, pour que les uns et les autres sachent à quoi s'attendre. C'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi, c'est un principe. Ça, c'est le principe, il est abstrait. Dans la réalité, on sait que la très grande majorité des Camerounais ignorent la loi. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, il faut que les partis politiques forment leurs militants. C'est-à-dire que si vous voyez un parti d'en face donner un rafraîchissant, donner du transport, parce que je vous dis que dans ce pays, il y a des partis qui affrètent des bus. Parce que nous, RDPC, on n'affrète pas de bus, on paye le transport. Des partis affrètent des bus pour faciliter le déplacement de leurs militants des lieux de résidence vers les lieux de meeting. Que les uns et les autres comprennent, comme dans le document que je vous ai envoyé, que le rafraîchissant, le transport, ce sont des commodités qui n'ont pour seule fonction que de maintenir le militant dans un certain état pendant le temps du meeting. Et qu'on arrête de nous dire que, parce qu'on a donné, parce que l'autre dit même c'est insulter les Camerounais, hein, parce que vous avez donné un morceau de pain et une petite bouteille de jus à un Camerounais, vous l'avez condamné, vous êtes propriétaire de son vote. Non, il faut qu'on se dise que les Camerounais valent un peu mieux que ça. Le vote chez nous est secret. Quand je sors de l'urne, je peux venir vous dire que j'ai voté pour vous, alors que ce n'est pas le cas. Donc, que la culture politique prennent du galon. Et pour que la culture politique prenne du galon, il faut que les partis politiques activent la formation. Parce que je ne sais pas, très peu de partis politiques ont des écoles de formation. Donc qu'on forme les militants, qu'on leur fasse savoir quels sont les fondamentaux de la politique, quels sont les fondamentaux des partis. Et je suis certain que dans les textes de tous les partis politiques au Cameroun, la corruption est réprimandée. Merci. Ouais, donc au moins, tout au moins, c'est écrit. Même si dans la pratique, il y a un certain nombre de choses qu'on peut vivre. Cela participe à l'assainissement de l'espace politique. Bon, député, ce que je vais vous dire de manière sincère, c'est que si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est parce que notre jeunesse s'est désintéressée de la chose politique. Vous comprenez? Parce que dans tous les pays où il y a eu changement aujourd'hui, notamment en Afrique, c'est les jeunes qui ont poussé ce changement. Lorsque vous avez une jeunesse qui donne l'impression d'être dans une situation d'abrutissement. Et si personne ne laisse... S'il vous plaît. Nous sommes en conclusion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous avez des jeunes qui vous donnent l'impression d'être dans une situation d'abrutissement, parce qu'en réalité, ces gens qui sont au pouvoir depuis 40 ans, s'il vous plaît. Nous sommes là, nous sommes en conclusion, à la dernière phase de l'émission, où nous devons esquisser quelques solutions. Ouais, vous êtes chiche avec votre temps de parole. La solution ici passe par la jeunesse. Et la jeunesse ici a droit à deux choses. D'abord, à une vraie formation politique. On doit apprendre à notre jeunesse les outils, on doit leur inculquer les outils de ce qu'on appelle la patrie. Très peu de Camerounais connaissent ce qu'on appelle... Formation à la citoyenneté. Oui, formation à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'ils représentent pour le pays.
qu'en réalité, leur existence doit déterminer leur amour de la patrie. Il faut aimer l'amour, il faut aimer le pays, il faut aimer le Cameroun, il faut aimer son pays. Il faut connaître la valeur d'un citoyen dans un pays. Parce que beaucoup de gens donnent l'impression de ne même pas savoir pourquoi ils sont ici. Vous comprenez? Première chose. Deuxième chose maintenant. Qu'on les convainc que le changement auquel tout le monde aspire aujourd'hui dans ce pays passe inexorablement par eux. C'est eux qui doivent être les principaux acteurs et qu'ils se mettent dans une posture de gens qui sont déterminés à avoir ce changement. Donc, ceux qui viendront vers eux en leur proposant des choses qui vont phagocyter leur engagement citoyen, qu'ils s'en servent, qu'ils s'en chargent eux-mêmes, qu'ils leur disent, monsieur, nous ne pouvons pas faire cela. Parce que tant que les enfants, tant que nos enfants ne connaissent pas la place qu'ils occupent dans la société et le rôle qu'ils peuvent jouer, il y aura tout problème. Moi, j'ai ce malheur d'habiter une zone estudiantine. Je suis à PK17. Peut-être pour vous, pour qui êtes là, beaucoup de gens le savent. J'ai mené une bataille pour l'histoire de la route, tous les jours j'en parle. Et je vais vous dire la vérité, une fois je suis allé jusqu'à mener une chaîne de télévision pour interroger les étudiants. Parce que vous savez que la zone de PK17 abrite l'université. J'ai amené une chaîne de télévision pour interroger les enfants sur les conditions dans lesquelles ils vont au cours. À l'époque, les enfants montaient sur les tricycles. Les enfants marchaient dans des bourbiers. Et en saison sèche, une fois j'ai aperçu mon ami Abama là-bas, il était sur une moto, avec la poussière, je me rappelle très bien. Où ça? Les jeunes de PK17. C'est la fin de l'émission. Il n'y a plus de débat. Vous terminez en 45 secondes. Vous étiez ce jour-là chez le docteur Simon. C'est pas je veux simplement dire que tu as vu les conditions dans lesquelles les étudiants allaient au cours. J'amène donc la télé pour interroger les enfants pour qu'eux-mêmes confirment ça à la télé. Tous avaient fait le micro. Tous les étudiants étaient incapables de parler au micro. De peur d'être tout à fait. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas conscients des enjeux. Donc le changement dans ce pays passe par ces enfants. La corruption dont nous parlons, si les enfants disent non, cette corruption va s'arrêter. Et je suis entièrement d'accord avec Abama pour dire que, effectivement, nous les leaders d'opinion, nous les acteurs politiques, nous devons jouer un rôle très important sur la vulgarisation des textes, sur la lutte contre la corruption. Donc, voilà, s'il te plaît, je voulais lire un petit texte en quelques secondes. En vertu de la loi française, il est interdit aux candidats de recevoir des fonds de sources étrangères pour financer leur campagne électorale. Ça, c'est la France. Merci Yves Abama, Désiré Melingui, Maître Simon Serge Kakak, merci vraiment d'être venu ce soir pour parler de cette corruption évidemment qui mine. Et là, nous sommes en période électorale. Question qui c'est peut-être de sensibiliser davantage les jeunes pour que le vote reflète effectivement, ou alors le résultat du scrutin reflète effectivement le choix conscient de chacun des électeurs, loin de tout acte de corruption. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table.